Alors, je pense que bonjour, merci d'être là pour ce webinaire avec Alexa Rousseau Bonjour. qui est là, que je salue, et puis notre Pierre-Henri Berthezen qui a des problèmes techniques et qui va nous rejoindre en cours de webinaire ou pas nous rejoindre. On espère qu'il va réussir à nous rejoindre, sinon on fera comme on peut avec Alexa Rousseau que je salue. Bonjour Michel, ravi d'être là. Sondage, Cathy, je ne sais pas comment on lance les sondages. Voilà. Est-ce que vous êtes organisme de formation? Voilà. Est-ce que vous êtes centre de bilan de compétences, accompagnateur VAE, centre de formation d'apprentis, CFA, ou bien accompagnateur Calliope, auditrice Calliope, auditeur, organisme certificateur, financeur et autres? Pourquoi pas autres, hein. Voilà. Et ben vous nous donnez les réponses. Vous avez 1 minute, et puis nous allons avoir tout de suite le résultat du sondage. Euh, et, euh, et, et, et là, je ne sais pas maîtriser le sondage, donc c'est Cathy qui va nous donner les résultats dès qu'on les a. L'idée étant de mieux vous connaître et de savoir effectivement comment nous adresser à vous de la meilleure manière possible. Nous incarnons l'amélioration continue. Voilà. Nous essayons, voilà, de nous améliorer toujours. Est-ce qu'on a un résultat du sondage? Là, je ne sais pas, Cathy. Comment le résultat du sondage nous parvient-il? Enfin, en tout cas, on peut se présenter. Présente-toi rapidement, Alexa, pendant que... Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Alexa Rousseau. Je vous parle actuellement depuis Bordeaux. Je suis à la fois accompagnatrice et auditrice Calliope, après un parcours de 18 ans en direction d'entreprise dans des domaines d'activité variés et de 4 ans en tant que directrice d'un organisme de formation. Voilà, j'ai choisi aujourd'hui de partir du salariat pour monter mon activité indépendante et donc devenir auditrice et accompagnatrice. Mais aujourd'hui, j'interviendrai principalement en tant qu'auditrice, le but étant justement d'avoir le double regard de l'accompagnateur et de l'auditeur. Donc l'accompagnateur, c'est Michel, et ça aurait dû être Pierre-Henri qu'on salue, j'espère qu'il nous entend au moins. Et puis voilà, moi je me chargerai de vous retranscrire le point de vue de l'auditeur. Je remercie certes d'ailleurs d'avoir fait appel à moi pour cela. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à nous poser vos questions. C'est important qu'on vous le dise dès à présent. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, et Cathy qui est là en back office va sélectionner vos questions pour que nous puissions y répondre au fil de l'eau et puis aussi à la fin du webinaire. Voilà, alors on a 90 minutes aujourd'hui, 1 heure et demie, on a amélioration continue, comme dit Alexa, donc on a rallongé un petit peu la durée parce que souvent 1 heure c'est un peu court. Alors, résultat du sondage, vous êtes 67% à être organisme de formation, 5% bilan de compétences, 3% accompagnateur VAE, 7% CFA, 3% accompagnateur Calliope. Bonjour les collègues. 2% auditeurs, auditrices, 1% organismes certificateurs et 3% financeurs. Merci à tous. Nous sommes en famille, j'ai envie de dire, et voilà. Alors moi, je me présente pas puisque je pense que vous me connaissez déjà si vous êtes fidèle de cette chaîne Qualité et formation professionnelle. Pierre-Henri, qui ne peut pas nous rejoindre visiblement, lui, il est également auditeur. Alors il est accompagnateur, pardon, et il est basé en Bretagne, à côté de Quimper. Donc vous pouvez le solliciter pour tous les accompagnements bretons. Je ne suis pas sûr qu'il parle le breton couramment, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, son entreprise est efficientways.bzh. Voilà. Alors, notre sommaire.
Ben, c'est Pierre-Henri qui devait nous le lire. On va passer rapidement sur le sommaire. On va d'abord voir un peu en préambule les fondamentaux de la certification. Pourquoi, quel est le périmètre, la durée, les cycles d'audit, hein, se remettre un petit peu en mémoire ce qu'il convient de voir. Le point clé numéro 1, c'est quelles interactions entre les 7 critères, les 32 indicateurs. Le guide de lecture en point clé numéro 2, comment le comprendre pour mieux le décrypter. Le point clé numéro 3, c'est quel est mon statut et comment je détermine les indicateurs qui me sont applicables, hein, puisque quand je suis bilan de compétences, j'ai 22 indicateurs, c'est clair, mais si je suis organisme de formation, j'en ai entre 23 et 28. Donc, quand est-ce que j'en ai 23? Quand est-ce que j'en ai 28? Il faudra un petit peu voir tout ça. Point clé numéro 4, bâtir un système qualité adapté. Ensuite, embarquer les équipes et les parties prenantes. Hein, on vous expliquera pourquoi c'est important d'impliquer tout le monde. Choisir son certificateur et sa date d'audit. Il faut aussi avoir un peu de méthodologie. Préparer son dossier pour le présenter à l'audit. C'est à la fois préparer un dossier et une argumentation pour ce dossier. Il ne s'agit pas d'envoyer un dossier et puis d'attendre que le temps passe et qu'on ait un résultat en disant votre dossier est bon. Hein, il faut présenter ce qu'on fait, ce qui est quand même un grand changement. Ensuite, le D-Day, voilà, l'audit initial arrive. Que se passe-t-il? Les non-conformités. Si j'ai des non-conformités, c'est grave, docteur. Qu'est-ce que je dois faire pour soigner ça? Ensuite, le jour d'après, comment je fais vivre ma certification Calliope entre 2 audits? Parce que il y a l'audit initial aujourd'hui, un audit de surveillance dans 18 mois à peu près, et puis un audit de renouvellement dans 3 ans. Alors, conclusion, recommandations et débat. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Alors, je garde la parole visiblement. Donc, absolument. Je dis absolument. Oui, alors bon, il va falloir que je me boive un verre. Fondamentaux de la certification Calliope. Alors, raison d'être. Premièrement, vous savez que avant vous aviez le système Datadoc qui était. Alors, un nouveau sondage est disponible. Connaissez-vous la durée de votre audit initial? Oui, non. Voilà. On attend les réponses, hein, puisque c'est la durée de l'audit initial, c'est avec le tableau que vous avez sous les yeux que nous allons la calculer. Raison d'être de Calliope, les financeurs ont commencé à mettre en place un système qualité en 2015 avec le décret du 30 juin 2015, 6 critères, et puis une certification qualité qui était une option. Et dans cette certification qualité en option, on avait 54 référentiels différents. 54 référentiels, ce qui était beaucoup. Donc, 2019, on reprend le système à la base, on reprend les 6 critères, on en rajoute un, on est passé de 6 à 7, et puis on dit 54 certifications différentes, des référentiels très inégaux les uns avec les autres. Ça suffit, donc il nous en faut un et un seul. 54% à connaître votre durée d'audit, bravo, et 42% à ne pas la connaître, ce qui fait encore beaucoup de monde. Donc, on espère que grâce à ça, ça vous aura éclairé. À la fin du document, parce que vous pouvez télécharger le document, en toute fin, en avant-dernière page, vous avez des liens et vous avez un lien qui vous conduit vers l'arrêté du 6 juin 2019 qui est paru sous le numéro 17 le 8 juin 2019. Et là, c'est cet arrêté ministériel qui nous donne ce mode de calcul. Et là, nous ne regardons que l'audit initial. Hein. Pour l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, c'est encore différent. Mais la base, on est plutôt sur une demi-journée d'audit à l'audit de surveillance. Et on reparlera sans doute de l'audit de surveillance en fin de webinaire, et puis ça donnera aussi l'occasion d'en faire d'autres, parce que quand ces audits de surveillance vont survenir, ce sera, je pense, nécessaire de faire une petite piqûre de rappel avant cette campagne d'audit de surveillance qui sont un petit peu différents. On en reparlera tout à l'heure. Alors, voilà, donc on va pouvoir passer
Là, on n'a pas de questions apparemment, donc on peut avancer. Alors là, normalement, c'est nous deux qui devons parler sur cette diapositive. Alexa. On peut faire le sondage peut-être. Sondage, selon vous, les indicateurs ont-ils un cheminement logique, d'amont en aval ou aléatoire? Voilà, alors vous pouvez répondre à cette question piège. Alexa va nous entretenir sur cette roue de Deming là un petit peu. Voilà. Alors, ce qui peut vous mettre sur la voie de la réponse, c'est déjà le logo Calliope. Le logo Calliope s'appelle Calliope Processus Certifié. C'est cette petite phrase qui peut vous mettre sur la voie. Quand on parle, voilà, de processus certifié, ça veut dire que ce référentiel national qualité n'est pas simplement un regroupement bête et méchant de critères et d'indicateurs. Dans vos activités, vous le voyez bien, il y a une corrélation logique. Les indicateurs du référentiel, eux aussi, ont une corrélation logique et se répondent dans cette logique processus. Alors, l'approche processus, elle est bien connue en qualité et elle permet de comprendre une organisation en décomposant ses activités. Donc, elle va permettre de détecter les points forts afin de capitaliser dessus et d'identifier aussi les points faibles afin de pouvoir y remédier et de s'améliorer en continu. On en parlait tout à l'heure. Donc, les prestataires d'actions de formation qui ont bien lu les exigences du référentiel et qui les ont bien mises en correspondance avec leur fonctionnement et intégrées à leurs dispositions existantes, ils vont pouvoir les optimiser, ils vont pouvoir être bien préparés, mais surtout, ils auront tiré le meilleur parti de ce référentiel pour justement améliorer leur propre fonctionnement. Calliope a vraiment été pensé selon cette approche processus. C'est vraiment le principe même du management de la qualité. Calliope est centré sur la prise en compte des besoins et attentes des clients et plus largement de ce qu'on appelle les parties prenantes, donc vos financeurs, enfin les financeurs, les entreprises clientes et puis bien sûr les sous-traitants. Et Calliope, bien sûr, va s'intéresser à tous les processus du prestataire, depuis l'idée même de la formation, sa communication, enfin la communication du prestataire autour de son catalogue de formation et de ses prestations, la conception des formations. Donc, comme le disait Michel, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est ce qu'on peut appeler la roue de Deming ou la méthode PDCA. En anglais, c'est Plan, Do, Check, Act. En français, ça donne planifier, réaliser, vérifier, ajuster. Donc, ça veut dire on planifie ses activités en fonction de ses objectifs et de son contexte. On réalise ses activités, conception, mise en œuvre, définition des moyens, recrutement des compétences. On vérifie que ce que l'on a réalisé correspond bien aux besoins et attentes de ces parties prenantes qu'on avait pris soin d'identifier et aux tendances de son environnement. On en reparlera, mais c'est pour cela que le référentiel a introduit cette notion de prise en compte de l'environnement autour de la veille, bien sûr, et du handicap, de l'insertion professionnelle. On tient compte évidemment des retours des clients et des parties prenantes, des questionnaires de satisfaction notamment. Et puis, on s'ajuste en continu, on ajuste son système en fonction de ces données recueillies. Et là, on est dans un cercle totalement vertueux. Voilà. Donc, c'est vraiment important et je dirais motivant de voir les choses comme cela parce que on n'est pas vraiment... on n'est pas du tout dans une liste de critères et d'indicateurs complètement décorrélés. On est vraiment dans cette logique d'amélioration continue qui fait que on peut se servir de Calliope comme un marchepied pour progresser, comme un outil de progrès. Et quand on le voit comme ça, on est quand même beaucoup plus enclin à s'y intéresser. On va pouvoir, on va en parler par la suite, mais embarquer ces équipes autour de ce projet, puisque ça devient un projet. C'est pas simplement la réponse à une obligation légale. Et j'insiste, ça fait vraiment une différence dans l'approche. Ça va vous permettre, alors je sais que
quand je dis ça, je parle comme un livre peut-être pour certains, mais ça va vraiment vous permettre de vous réinterroger sur vos pratiques actuelles. Ça ne veut pas dire repartir de zéro. Très souvent, dans vos organismes, vous faites déjà plutôt bien les choses. Donc, c'est simplement se réinterroger, refaire un tour d'horizon de votre contexte, de ce qui fait vraiment l'essence même de votre organisme, et puis ensuite s'appuyer sur les demandes, les exigences du référentiel pour passer un cap, s'améliorer. Et comme c'est un process continu, on est tout le temps dans ce cercle vertueux. Alors, notre sondage, cher Alexa, nous dit, selon vous, les indicateurs ont-ils un cheminement logique d'amont en aval ou aléatoire? 89% répondent logique d'amont en aval, 6% aléatoire et 4% ne se prononcent pas. Donc, bon, c'est plutôt positif quand même. Donc, c'est plutôt positif. Néanmoins, j'ai une petite réserve sur le d'amont en aval. Pourquoi? Parce que, en fait, Alexa nous a très bien expliqué la roue de Deming. Allez voir ce que c'est la roue de Deming si vous ne connaissez pas. Sur Wikipédia, vous avez un très bel article sur la roue de Deming. Et c'est vraiment ce système-là qui est mis en application, qui est un système de management de la qualité. Hein. C'est un processus d'amélioration continue. On planifie ce qu'on va faire. Alors, avec la planification, je vais montrer à mon auditeur des modèles de documents. Je veux dire, voilà comment je fais. Bien. Et puis après, on réalise. Donc, je vais montrer à mon auditeur des modèles qui sont devenus des documents utilisés. Voilà. Donc, je planifie, je réalise, en anglais plan do, et puis après, je contrôle ce que j'ai réalisé. Puis éventuellement, je corrige des écarts, je dis tiens, c'est différent de ce que j'avais planifié. Et puis je regarde, je tire des bilans. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme livrable pour ça? J'ai des évaluations. Alors, j'ai les évaluations du besoin à l'entrée, j'ai l'évaluation des connaissances à l'entrée, l'évaluation des connaissances à la sortie, qui me donne un indicateur sur est-ce que ça a marché ou pas, ma formation, etc. Puis, j'ai les évaluations de la satisfaction des stagiaires, j'ai les réclamations, j'ai les aléas, les difficultés. Voilà. Donc, je fais tout ça, je mets en contrôle et je dois aussi m'assurer que ce que je fais est au bout du jour. Donc, il faut aussi que je sois en veille. Veille réglementaire, veille sur les sujets que je traite, veille sur les innovations pédagogiques, technologiques, etc. Hein. Et c'est tout ça qui fait que je peux m'améliorer. Hein. Le contrôle, c'est check en anglais, plan do check, et puis act, le dernier, c'est améliorer. Comment je tire les conclusions de ce que j'ai constaté dans ma phase de contrôle pour améliorer et planifier la prochaine fois de façon différente. Et puis, on tourne comme ça, et c'est ce système de management de la qualité, pour ça que le schéma d'Alexa est formidable, que l'on met en place, et c'est ça que l'auditeur est chargé de vérifier. Est-ce que vous êtes bien inscrit dans un processus de gestion de projet, d'une action qui est une action de formation, ou d'une action qui a un bilan de compétences, ou d'une action qui a un accompagnement à la VAE, ou d'une action d'apprentissage. Comment mettez-vous en place ce projet avec un avant, un pendant, un après? Comment vérifiez-vous la constance des processus que vous mettez en place? Vous remarquerez une chose, c'est que ni Alexa ni moi jusqu'à présent, nous vous avons parlé de réglementation. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire que la réglementation est absente. Non, bien sûr, et on peut pas, bien sûr, en faire totalement fi. On est en France, la réglementation elle est plus que présente, et effectivement, nous n'allons pas vous conseiller d'aller à l'encontre de ce que la réglementation demande et ce que la directe vérifie, mais il est important de comprendre qu'effectivement Calliope n'est pas un audit réglementaire. Il se base sur les exigences d'un référentiel. Voilà, donc ce n'est pas quand on vient vous auditer, on aura l'occasion d'en reparler quand on abordera justement l'audit. On ne vient pas auditer votre règlement intérieur. Le règlement intérieur étant des éléments de preuve que vous allez pouvoir nous présenter parmi d'autres. On n'est pas là pour être des contrôleurs. On est là justement pour échanger avec vous sur vos dispositions et la mise en œuvre de ces dispositions et voir si elles correspondent aux attendus du référentiel. Voilà. Donc, nous ne sommes pas, en tant qu'auditeurs, des contrôleurs, mais on en reparlera tout à l'heure.
Alors, On a beaucoup de questions dans le chat, Michel. Juste, je te le signale pour qu'on pense à y répondre parce que sinon on va être noyé. Alors, j'ai répondu déjà à quel CA est pris en compte, celui de l'activité et formation professionnelle. J'ai répondu dans le chat. Ce qui est pris en compte, c'est le CA en formation professionnelle, celle que vous avez donnée dans votre dernier bilan pédagogique et financier. Si vous faites 200 000 euros de chiffre d'affaires et que dans ces 200 000, il y a 20 000 de formation, ce qui compte, c'est les 20 000. Voilà. Donc ça c'est clair. C'est puis jusqu'à aujourd'hui, c'est le bilan pédagogique et financier 2019 que vous avez déclaré en 2020. Puis attention, dans quelques mois, ce sera le bilan pédagogique et financier de 2020 déclaré en 2021. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il vaut mieux, si on a une augmentation significative de chiffre d'affaires entre 2020 et 2019, vaut mieux s'inscrire maintenant. Enfin, moi, je vous dis ça, c'est comme il veut. Alors, la certification est-elle délivrée à une société ou à un formateur? La certification est délivrée à un numéro de déclaration d'activité, c'est-à-dire à l'organisme. C'est l'organisme qui est certifié, pas la personne, ni la formation. Je vois quelquefois, nos formations sont certifiées. Non. Aucune formation n'est certifiée. Ce qui est certifié, c'est les processus que l'organisme met en place pour gérer un projet de formation, de bilan de compétences, d'accompagnement VAE ou d'apprentissage. Quel est l'intérêt de Calliope pour les organismes déjà certifiés ISO 9001? Réponse, ISO 9001, ça n'est pas le référentiel national qualité qui donne droit à l'accès au financement public ou mutualisé. 15 milliards d'euros en moyenne par an sont distribués aux organismes de formation par les régions, par l'État, par les OPCO, les organismes de compétences, les opérateurs de compétences, par Pôle emploi, par l'AGEFIP, pour le handicap, et par la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF, et puis le dernier pour l'ex congé, enfin j'arrive pas à le mémoriser, mais pour le Pro A, il y a aussi. Voilà. Voilà. Donc on a bien tous ces. Alors dès que j'ai un financement de l'un de ces organismes, je dois être certifié Calliope. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais au début. C'est-à-dire Calliope, c'est quoi? On veut bien financer l'action de formation de Madame Alexa Rousseau. On veut bien financer sa formation, mais montrez-nous que vous faites tout pour que la formation d'Alexa Rousseau, ce soit un succès, qu'elle reparte de chez vous avec les compétences qu'elle est venue chercher. Voilà. Alors nous, si vous nous démontrez que vous faites tout pour que ça marche et que vous êtes inscrit dans un processus d'amélioration continue, on veut bien financer la formation. Voilà. Donc ISO 9001, c'est une certification de normes. L'hôtel d'à côté peut être ISO 9001, mon garagiste peut être ISO 9001, le centre d'affaires dans lequel je suis peut être ISO 9001. Ça n'a rien à voir avec la formation professionnelle. Alors oui, d'accord, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Néanmoins, si on est ISO 9001, on peut tout à fait s'appuyer sur son système qualité ISO 9001 pour bien répondre à Calliope. Donc oui. Ça, en revanche, c'est un atout, puisque je dirais que Calliope serait peut-être une cousine de l'ISO 9001 quand même. Elle a été pensée un petit peu de la même manière qu'un système de management qualité. Donc, c'est un atout. Si vous êtes ISO 9001, c'est tant mieux pour vous. Vous aurez peut-être plus de facilité à comprendre justement comment s'articule le référentiel national qualité. Voilà, mais il faudra quand même passer Calliope. Ah oui. L'ISO 9001 toute seule ne suffit pas. Non. Bien. En plus, il faut savoir pourquoi j'ai ISO 9001, parce que ISO qui dit ISO dit international. Moi, j'ai un client qui avait la certification au PQF plus la certification ISO 9001. Je dis, mais à quoi ça sert? Il me dit, moi, je fais 1,5 million de chiffre d'affaires. Dans mes clients, j'ai 3 sociétés internationales. Si je suis pas ISO 9001, j'ai pas les contrats. Bon, c'est une raison valable pour avoir ISO 9001. Mais il était obligé aussi d'avoir soit Datadoc, soit une certification, une des 54 certifications NEFOP avant Calliope. Voilà.
Alors, si mon client est la Sécu, est-ce que j'ai besoin d'être Calliope? Si mon client est le CNRS, idem. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est un organisme d'État? Normalement, oui, il doit vous demander Calliope. Il le fait ou il le fait pas, mais normalement, il devrait le faire. Moi, je vous conseillerais d'aller vous renseigner directement auprès d'eux parce que c'est vrai que c'est encore un petit peu flou. J'ai pu constater que certains organismes publics ne demandaient pas non plus le Datadog précédemment. Voilà, au travers d'appels d'offres, ils sélectionnaient des prestataires et leur restaient fidèles parce que ça se passait bien. Voilà. Mais voilà. on peut s'attendre à voir. Voilà. Il faut les interroger. S'attendre à ce qu'ils nous le demandent. Hein. Et pareil pour les mairies. Au sujet des mairies, il va y avoir des choses qui vont évoluer, si mon petit doigt me renseigne bien, sur la formation des élus. Parce qu'il y a encore une chose particulière. Hein. Si vous êtes organisme de formation, formation des élus, hein, vous devez avoir un agrément du ministère de l'Intérieur. Bien. Devez-vous avoir Calliope? Réponse dans les jours qui viennent. Voilà. J'ai pas la réponse, mais je crois que c'est en cours de discussion. En tout cas, moi, je m'y préparerai. Voilà. Alors, comment se faire certifier pour lancer une nouvelle activité? On doit déjà présenter des enregistrements satisfaction client pour être certifié. Madame l'auditrice, que répondez-vous? On va en reparler juste après. Ça fait partie justement des petites subtilités qu'il faut bien comprendre dans le paysage. Donc, si j'ai bien compris la question, quand on lance son activité, c'est-à-dire qu'on vient juste d'obtenir son numéro de déclaration d'activité, si c'est ça, si c'est pas ça, vous me le précisez. On est considéré comme un nouvel entrant au sens de Calliope. En tout cas, si on passe son audit tout de suite après. On va pas rentrer dans les détails. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, vous allez être audité sur effectivement vos dispositions, donc c'est-à-dire ce que vous avez prévu de faire. On considère bien, on a bien compris que vous n'avez pas pu encore tout déployer. Certains choisissent de passer leur audit sans même avoir déployé une première action de formation, donc c'est possible. Vous expliquez à votre auditeur ce que vous avez prévu, comment vous avez prévu de fonctionner. Et à l'audit de surveillance, on viendra voir avec vous, auditer justement comment vous avez déployé vos formations et procéder à cet échantillonnage pour lequel on n'a pas pu effectivement avoir de preuves à l'audit initial. Donc ça se fait très bien, Calliope l'a prévu. Voilà, dès que vous voyez nouvel entrant dans le guide du référentiel, eh bien c'est à cela que ça fait référence. On va en reparler juste après. Voilà. Alors moi, comme accompagnateur, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui arrivent, qui n'ont même pas de numéro de déclaration d'activité. Donc, on leur dit, vous lancez la demande de numéro de déclaration d'activité. Puis dès qu'on a la preuve que la demande est lancée, on demande un contrat à un certificateur et on prend rendez-vous pour l'audit. Bien évidemment que le jour de l'audit, en principe, on aura reçu son numéro de déclaration d'activité. Donc, on peut anticiper cet événement. Et puis si l'audit a lieu et que le numéro de déclaration d'activité n'a pas encore été donné, on validera la certification plus tard quand le numéro de déclaration d'activité a bien été obtenu, mais l'audit a été fait. Voilà. Donc c'est pour dire que les nouveaux entrants, sont les bienvenus. Et quand on dit c'est fait pour tuer les petits, quand on veut tuer les petits, on met pas de place pour les nouveaux entrants. On ne prévoit rien pour eux. Hein. On dit il faut avoir un capital minimum de 50 000 euros. Puis après, vous pourrez faire la formation. Là, on tue les petits, oui, mais pas avec ça. Alors, quels sont les rédacteurs du référentiel Calliope? Je vous invite à revoir le webinaire que j'ai animé avec Jacques Abécassis et surtout Stéphane Rémy de la DGEFP. Vous retrouvez ça sur la chaîne Qualité et Formation Professionnelle. On explique bien que ce référentiel, c'est pas le ministère du Travail qui l'a fait dans son coin. Ça a été conçu par les acteurs de la formation avec l'AFFP, le SICFIL, syndicat des consultants formateurs indépendants, FFP, Fédération de la formation professionnelle, d'autres acteurs, le SINOFDES, les OPCA, bien évidemment. Voilà, donc tout cet écosystème s'est réuni pour concevoir ce référentiel unique qui se substitue à 54 référentiels qui étaient très inégaux. Voilà.
Alors, comment gérer les sous-traitants? Que doit-il prouver? Qualification, que dois-je exiger? Ça, c'est une question un peu technique sur laquelle on reviendra, mais Oui, il y a plusieurs questions là-dessus, puisque celle d'après, c'est si mes sous-traitants sont certifiés Calliope ou exemptés de Calliope, est-ce suffisant pour garantir les éléments de preuve exigés à leur égard? C'est vrai que la sous-traitance, c'est une question qui revient souvent. Il y a aussi la dernière question là sur les favoris qui demande si Nathalie demande si effectivement un organisme de formation peut être calliopisé, c'est simple comme néologisme, en sous-traitant toutes ces formations, ou est-ce que l'OF est obligé d'avoir des salariés? Alors non, heureusement, on n'oblige pas les OF à avoir des salariés, ni un nombre minimal de salariés, ni même un. Voilà, vous pouvez tout à fait être un organisme de formation unipersonnel, ça fonctionne. Sous-traiter toutes vos formations en gardant juste la gestion administrative, ça fonctionne aussi. C'est simplement qu'on va vous demander, quels que soient vos formateurs et la façon dont vous traitez avec eux, de vérifier leurs compétences et enfin déjà au recrutement, d'avoir un process de recrutement qui répond aux besoins de vos formations, et puis de vérifier au fil de l'eau leurs compétences, la mise à jour de leurs compétences, et puis comment, quand ils dispensent les formations de votre catalogue, elles sont reçues. Donc voilà, il faut forcément avoir un processus d'évaluation, toujours dans cette idée d'amélioration continue. Mais peu importe, ça peut être des salariés, des sous-traitants, vous-même tout seul. Voilà. En tout cas, la réponse de dire mes sous-traitants sont Calliope, donc tout va bien, et la réponse est non. La réponse est non. D'abord, la raison d'avoir Calliope, de demander Calliope, c'est où vont les flux financiers du financement. Les flux financiers du financement, ils vont pas chez le sous-traitant, ils viennent chez moi. Donc c'est moi qui suis Calliope. Mon sous-traitant, il n'est pas Calliope, ça a aucune importance, mais il doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Voilà. Et si dans mon contrat de sous-traitance, je n'exige pas un numéro de déclaration d'activité, c'est pas avec l'auditeur Calliope que je vais avoir un problème, c'est avec la directe à un moment donné. D'accord? Parce que l'obligation de déclaration d'activité, elle est générée par le fait que j'émets une facture de formation. Alors, j'émets une facture de formation à un organisme de formation, à une entreprise ou à un particulier, peu importe, j'émets une facture de formation. Donc, je dois déclarer mon activité. Donc, les sous-traitants sont soumis au numéro de déclaration d'activité. Maintenant, ils ne sont pas soumis à Calliope. Ce n'est pas eux qui reçoivent l'argent du financement public ou mutualisé. Vous voyez, hein, c'est bien, c'est bien. Alors, que faut-il penser des solutions de contournement? Moi, je peux pas appeler ça des solutions de contournement. Hein, le portage salarial et la coopérative. Bon, on va, je peux peut-être pas répondre à cette question. Et est-ce que le formateur est à la hauteur? Et là, encore une fois, c'est la question qu'on nous a posée tout à l'heure. C'est bien l'organisme de formation et ses processus qui sont certifiés, et pas le formateur ou les formateurs, et pas les formations. Hein, c'est-à-dire que le mot processus figure dans le logo Calliope. Processus certifié, processus d'action de formation ou processus de bilan de compétences. Vous devez préciser en dessous du logo Calliope quel est le processus qui a été certifié. Un processus de formation, un processus de bilan de compétences, un processus d'accompagnement VAE ou un processus d'apprentissage, ou les deux, ou trois, ou quatre. On peut se faire certifier dans chacune de ces catégories. Voilà. Bon. Hein? On peut peut-être continuer un petit peu et puis on répondra aux autres questions, rassurez-vous. Voilà, mais sinon on va forcément exploser les compteurs. Il faut qu'on passe au point clé numéro 2. Alors, lire le guide de lecture. Eh bien là, c'est notre ami Pierre-Henri, normalement, qui devrait nous parler de ça. Ben, on va l'animer à deux. Donc, alors, sondage. Avez-vous lu la dernière version du guide de lecture? Voilà, ben le sondage va être envoyé par Cathy. Voilà, un nouveau sondage est disponible. Merci Cathy. Coucou. Alors, ce guide de lecture, il n'est pas si compliqué à lire quand on a compris comment il fonctionne, puisque toutes les pages sont construites de la même manière. Donc, on a le rappel du critère qui est tout à fait en haut. Donc là, on le voit, critère 1 pour l'exemple, les conditions d'information du public.
Ce critère, il va nous suivre sur plusieurs pages puisqu'il est commun à plusieurs indicateurs. Donc, on a le critère, c'est le macro, l'indicateur, c'est le micro. Et donc, quand on rentre dans l'indicateur, vous avez le numéro de l'indicateur qui est indiqué en papier rouge avec son énoncé. Donc là, vous allez avoir deux types d'indicateurs. Un indicateur commun, si effectivement c'est le socle de Calliope, et donc il est commun à toutes les typologies d'actions de formation, quels qu'ils soient, donc ça fait partie des 22 indicateurs communs, ou alors il va être spécifique et donc dédié soit aux actions de formation, soit au CFA, soit à plusieurs, ça peut être OF et CFA, mais en tout cas, il faut bien aller vérifier si cet indicateur il est commun ou spécifique, et donc s'il est spécifique, est-ce qu'il vous concerne? Les rédacteurs ont mis en gras certains mots, donc on peut se douter que ces mots-là sont plus importants que d'autres. Pour autant, la bonne lecture du référentiel, et là je parle pour le coup avec ma casquette d'auditrice, parce que je rage parfois en audit en me disant finalement c'est souvent une question de mauvaise lecture. Donc ce référentiel, certes, c'est pas votre livre de chevet, ou du moins c'est pas ce qui aura été le plus agréable à lire pour vous. Ça se lit pas comme un roman, ça c'est vrai. Néanmoins, faites attention aux mots. Ces mots-là, ils sont importants, et s'ils sont rédigés comme ça, c'est pas pour rien. Donc, prenez le temps de décrypter ces attendus. Donc, au-delà de cet énoncé de l'indicateur, on vous précise à droite, dans le gris, le niveau attendu. Et ça vient donc préciser l'indicateur, le renforcer, et c'est à lire attentivement aussi, parce que ça peut représenter une exigence complémentaire. Je donne un exemple sur l'indicateur 1. Dans l'énoncé de l'indicateur, vous avez donc les 10 items qui doivent se retrouver dans votre communication, sachant que les prérequis ne sont pas obligatoires pour les bilans de compétences, les actions de bilan de compétences, mais donc les 9 autres le sont, et pour les autres actions de formation, voilà, les 10 le sont. Donc, au-delà de ces 10 items, on va vous demander dans le niveau attendu de donner cette information de façon accessible, exhaustive. Donc, accessible, ça veut dire qu'il faut que votre prospect ou votre client puisse l'obtenir sans avoir finalement à la demander. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement avoir un site internet si on n'en a pas. En revanche, si on a un site internet, c'est vrai qu'on va considérer que l'accessibilité de l'information, elle va être prioritairement là-dessus. Voilà, donc accessible, cette information doit être accessible. Et puis claire, elle va être datée et actualisée. Ça veut dire donc que sur vos éléments de communication, que ce soit votre site, votre programme, votre plaquette, quel que soit l'élément de preuve que vous présentez, eh bien, il faut qu'il y ait une date ou un numéro de version pour qu'on puisse répondre à ce niveau attendu. Voilà. Donc ensuite, on va vous donner des exemples de preuves. Éléments de preuve, ce sont des exemples de preuves. Ça ne veut pas dire que dans cette liste, vous devez disposer de tout ça. Ça veut dire que on vous a proposé des exemples pour vous inspirer, entre guillemets, et pour vous dire, écoutez, voilà, parmi les exemples pertinents, il y a ça. Ça veut dire aussi que vous pouvez présenter autre chose si c'est pertinent pour votre activité, pour votre action à vous. Donc, cette liste, elle n'est pas limitative. Voilà. Et ça reste un exemple. Ensuite, on va avoir, pour certains indicateurs, des obligations spécifiques, donc qui sont propres à une ou plusieurs catégories d'actions et qui vont ajouter des exigences supplémentaires. Donc là aussi, soyons bien attentifs. Si vous êtes là, en l'occurrence... Pierre-Henri nous a rejoint. Je finis ma phrase. Donc, si vous êtes, en l'occurrence, centre de bilan de compétences, on vous dit que là, les prérequis, justement, ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas à mentionner, en tout cas. Si vous êtes prestataire et que vous faites de la VAE, vous avez donc une obligation spécifique. Et ainsi de suite. Sur chaque indicateur, vous allez pouvoir en trouver d'autres. Donc, cette obligation spécifique, elle est importante. Et puis ensuite, on va vous préciser à quel type de non-conformité
vous pouvez entre guillemets vous exposer si vous avez une réponse partielle ou complète à cet indicateur. Donc, vous avez remarqué sans doute à la lecture de ce référentiel que vous pouvez avoir soit des non-conformités mineures, soit des non-conformités majeures, et parfois uniquement des non-conformités majeures pour certains indicateurs, qui sont donc peut-être aux yeux des rédacteurs des exigences plus importantes. Donc voilà, bien faire attention à ça également. Je m'arrête et je salue Pierre-Henri. Je suis ravie que tu puisses nous rejoindre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, on m'entend bien. Alors, mille excuses à tous. Je campe là, puisqu'en fait, j'ai eu une panne réseau tout simplement là où j'étais. Donc, ce qui a posé quelques problèmes techniques, évidemment, vous l'imaginez. Je vous rejoins bien volontiers. Je vous laisse continuer et je reprendrai la main quand vous le souhaitez, bien entendu. En tout cas, merci Michel de m'inviter. Salut Alexa et surtout salut à l'ensemble d'entre vous. J'aurai le plaisir de partager, d'échanger avec vous pendant ce webinaire. À vous de jouer tous les deux. Alors, notre sondage nous dit que 69% de nos amis qui sont là ont lu la dernière version du guide de lecture et 31% ne l'ont pas encore lu. Vous avez le lien vers le guide de lecture dans l'avant-dernière page de ce document. Voilà, c'est document PDF et je vous ai mis des liens. Enfin, nous vous avons mis des liens vers les documents, dont ce guide de lecture, la dernière version en vigueur, version site. Et mon petit doigt me dit que dans pas très longtemps, on devrait avoir la version 7. Voilà. En tout cas, voilà, quand on s'engage dans cette démarche, c'est le premier point d'entrée. Donc, même si ça peut paraître rébarbatif, il faut en passer par cette lecture. Même si vous choisissez d'être accompagné et que vous adjoignez les services d'un accompagnant, eh bien, voilà. Moi, je vous conseille quand même de le lire. C'est très utile pour comprendre justement comment le référentiel a été constitué. Et c'est aussi la base de discussion avec notre auditeur ou notre auditrice. On sait ce sur quoi il nous audite et puis on sait quelles sont les attentes, quels sont les attendus et puis on sait quels sont les éléments de preuve. Ce sont des éléments de preuve. Tout n'est pas obligatoire. Et je peux donner des éléments de preuve qui ne sont pas cités dans le guide de lecture. Et si je donne une preuve qui est pertinente par rapport à l'indicateur, eh ben, il n'y a aucune raison que mon auditrice ou mon auditeur, qui en principe est rompu aux méthodes agiles, dise, ah ben non, parce que c'est pas écrit dans le guide de lecture, vous voyez, Voilà. Donc c'est aussi ça le rapport. Alors, je voulais juste reprendre un petit point que Alexa nous disait sur le fait que les informations doivent être accessibles. Alors, accessible ne signifie pas forcément directement accessible. Je prends la question du handicap. La question du handicap, je dois vous informer, mesdames, messieurs, que si vous avez quelque chose qui peut vous empêcher de suivre ma formation, je vous remercie de me le signaler pour que nous puissions voir comment nous pouvons adapter notre formation à votre difficulté. Mais moi, je peux pas deviner quel est votre handicap. Donc, je peux pas vous faire une liste de tous les handicaps et de vous apporter des réponses toutes faites. C'est ça la notion d'accessibilité. Il faudrait tout dire. Non, c'est d'ailleurs un des éléments. Vous devez m'informer et puis je vais voir moi, et là c'est l'indicateur 26, avec le réseau AGFIP si j'ai besoin de lui, parce que je peux très bien répondre par moi-même à votre difficulté et adapter ma formation à votre difficulté, si vous me l'avez signalé et qu'on le sait et qu'on a le temps de se préparer. Voilà. Donc là, ça module un peu le fait que l'information doit être directement accessible. Il y a des choses qu'on doit pouvoir demander. Oui, voilà. C'est tout à fait vrai. Ce type de phrase générique est évidemment tout à fait recevable puisqu'il y a une multiplicité de handicaps possibles, ce que l'on voit, ce qu'on ne voit pas, etc. Donc bien évidemment, on n'est pas en capacité d'avoir une réponse exhaustive sur le sujet. Non, ce que veut dire accessible, c'est qu'en revanche, c'est de moins en moins acceptable puisque ça a été quand même un vrai débat par rapport à cet indicateur. Les organismes certificateurs n'acceptent plus qu'on dise, par exemple, voilà, mes informations, elles sont disponibles uniquement sur demande.
On peut pas considérer que d'appeler le centre de formation pour avoir ces informations, ce soit suffisant. Les organismes certificateurs ne prennent pas ça en compte. Et en particulier les tarifs, hein, parce que. Et en particulier les tarifs. L'obligation d'affichage des prix, hein, c'est le code du commerce et de la consommation. Vous devez afficher les prix. Point. Pour certains, si vous faites du sur-mesure, cela signifie pouvoir indiquer à minima à partir de ou une fourchette. Voilà. Mais effectivement, on ne peut pas se contenter de dire tarif sur demande. Voilà. Absolument. Pierre-Henri, tu voulais dire quelque chose? Oui. Je voulais simplement dire qu'un des éléments qu'on a dans le cadre de l'accompagnement précise, si vous voulez, que lorsqu'on fait les tests de positionnement, donc l'information préalable des stagiaires, on leur demande, à travers une question extrêmement discrète, souhaitez-vous nous informer d'un éventuel déficit sensoriel ou moteur? Oui ou non? Si c'est non, on a posé la question. Si c'est oui, prenez contact avec notre responsable pédagogique afin de faire le point et voir ce qui est le mieux pour vous orienter le cas échéant. Ouais, ce que j'aime bien dans cette question du handicap, c'est que c'est la preuve que c'est l'apprenant, le bénéficiaire de la formation qui est au centre de Calliope. Absolument. On doit se mettre au service de la formation qu'on lui délivre et montrer à notre financeur qu'on fait tout pour que ça se passe bien. Voilà. Et là, la question du handicap, c'en est la preuve. Hein, que Calliope, c'est ça, et c'est pas la réglementation ou je ne sais quoi. C'est vraiment ça qui est fondamental. C'est l'apprenant, le bénéficiaire, qui est en gras d'ailleurs. Quand c'est écrit bénéficiaire, ça fait partie des mots en gras partout. Hein. Absolument. Voilà, on continue peut-être. On continue et il y a beaucoup de questions dans le chat auxquelles on va pouvoir répondre avec justement le prochain point clé. Puisque je vois des confusions entre les statuts, déjà qu'est-ce que Datadoc par rapport à Calliope, qu'est-ce que les formations certifiantes, est-ce que c'est ça qui détermine Calliope? Je vois des questions effectivement de cet ordre-là et on va pouvoir déjà lever quand même quelques incompréhensions, je pense, parce qu'il y a énormément de questions, on ne pourra pas répondre à tout, mais voilà, déjà comprendre qui est quoi, comment, voilà, peut-être Pierre-Henri, tu peux y aller là. Ouais, moi j'attendais que tu aies terminé ta phrase. Donc effectivement, on voit fleurir un certain nombre de termes depuis qu'on s'intéresse donc bien sûr à cette certification nationale unique. On voit fleurir un certain nombre de termes qui étaient familiers pour certains, qui faisaient de la veille par exemple, donc qui les connaissaient ou qui les pratiquaient. Puis d'autres, bien sûr, c'est effectivement un vocabulaire qui peut paraître des fois effectivement étrange. Ce que je me permets de rappeler quand même et qui est important par rapport à la diapo que vous voyez actuellement, c'est qu'on parlait à l'instant donc du guide de lecture. Souvenez-vous que dans une des parties de la page du guide de lecture, il y a systématiquement un glossaire. Donc, systématiquement, allez quand même regarder si ces mots qui ne vous sont pas familiers peuvent être dans ce glossaire. Sinon, effectivement, les mots qui sont ici employés, Knefop, Datadoc, Monocyte et autres nouveaux entrants, nous allons les aborder au fil du diapo. Là. Donc, simplement pour vous dire qu'on les prendra en compte, mais qu'il y a des impacts importants effectivement dans la lecture d'une part du référentiel et ensuite, lorsque vous allez rencontrer une auditrice ou un auditeur, vous allez être amené, bien entendu, à utiliser ces mots ou elle ou lui les utilisera aussi. Donc, c'est important qu'on les démystifie le cas échéant. Voilà. Donc, je vous propose de continuer. Alors, on attend le résultat du vote sur êtes-vous Datadocké, certifié Knefop, détenteur d'un NDA, numéro de déclaration d'activité seulement. Les certifiés Knefop, c'est les 54 certifications dont je parlais tout à l'heure. Absolument. Nous avons 54 certifications validées par un organisme qui a disparu le 1er janvier 2019, qui s'appelle le Knefop. Et le Knefop a validé 54 référentiels différents. Voilà. Voilà. Alors on sait que le Knefop, ça va être valable jusqu'au 31 décembre 2021 et qu'ensuite, comme tout le monde, on passera effectivement à Calliope pour tous. Voilà. Alors, particularité des certifiés Knefop, qui ont une de ces 54 certifications, si elle est toujours à jour, ils bénéficient d'un audit aménagé.
Et le tableau que nous avons dans la diapositive là tout à l'heure, c'est l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2019. Et puis l'article 10 dit voilà le temps d'audit aménagé pour ceux qui sont certifiés CNEFOP. Et la base, c'est plus une journée, mais une demi-journée. On est d'accord. Voilà, parce qu'on a déjà validé 6 indicateurs sur 7. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à cette diapo aussi, si vous voulez, c'est un terme qui va revenir souvent dans nos propos et dans les propos des auditrices et auditeurs, c'est le terme catégorie. Il faut savoir qu'une action de formation qui concourt au développement des compétences est souvent classée en 4 catégories possibles. Donc, on va voir également ces termes qui vont permettre de différencier dans un tableau qui va venir un peu plus loin. Donc, quel indicateur concerne qui? Voilà, mais on a déjà vu les 4 catégories de l'article S. Ah bon, d'accord, oui, parce qu'évidemment, j'ai pris le train en marche. C'est pas grave. J'ai pris le train en marche. Les 4 catégories de l'article L 6313-1. Absolument. C'est à ça que je fais. Ma recommandation, lorsque vous sortez votre convention de formation, parce que c'est bien de la donner à l'auditeur, faites attention que votre article L 6313-1 du Code du travail soit à jour par rapport au 1er janvier 2019. Il y a 4 catégories d'actions de compétences. Avant, il y en avait 14. Donc, si vous me mettez dans votre convention une phrase qui est antérieure au 1er janvier 2019, coucou, la non-conformité majeure à l'indicateur 23. Vous avez peut-être une jolie veille réglementaire, mais vous en tenez pas compte. Voilà. Donc, c'est ce genre de détails, auxquels il faut faire attention. Voilà, donc on voit qu'on a un petit peu de réglementation quand même de temps en temps. Alors, oui, alors après, ça veut dire que quand vous cherchez des modèles sur Internet, il faut veiller qu'ils soient bien à jour. Et les directs, en tout cas, je sais que c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine et c'est le cas en Île-de-France, ont publié des petits guides à la destination des prestataires d'actions de formation. Ils sont téléchargeables sur leur site et dessus, vous avez des modèles, notamment de conventions de formation, donc et de règlements intérieurs. Voilà, partez plutôt des modèles publiés par la Directe, en tout cas des derniers. Comme ça, vous êtes à peu près sûr d'être à jour. Voilà. Oui, et rappelons-le, une convention de formation, c'est un contrat. Donc, en cas de litige, on peut se baser sur ce contrat qui, s'il était effectivement inexact ou inapproprié, pourrait vous porter préjudice à vous aussi en tant que prestataire. Mm-hmm. Alors, 71% de nos amis sont datadockés, 8% sont certifiés CNEFOP, seulement détenteurs d'un NDA sans datadoc, 16%, et vote blanc, 5%. Voilà. Peut-être que vote blanc, ils ne savent pas de quoi nous parlons. Enfin, en tout cas, on espère que nous les avons éclairés. S'il y a des financeurs et des organismes certificateurs parmi nous, ils ne sont pas concernés. Voilà, ils ne sont pas concernés. Tout à fait. Exactement. Allez, indicateur 3.2, parce que le temps passe, il est déjà 11h30 et wow. Alors, là, vous avez un vrai paysage, puisque tout à l'heure, dans une des questions du chat, c'était comment savoir à quel indicateur je corresponds. Eh bien, voilà. Ce petit tableau va permettre, en fait, de démystifier un peu tout ça, puisque vous allez voir qu'assez rapidement, on va voir apparaître 32 indicateurs au total, et puis, dans la colonne de gauche, vous voyez, il y a justement les catégories dont Michel reparlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez, vous allez vous trouver en face donc d'indicateurs auxquels vous allez devoir satisfaire. C'est ce que ce tableau précise. Alors, on va prendre un exemple concret, rapide et terrain. Si vous proposez des actions de formation, on va voir que vous pouvez, alors je vous dis ça rapidement, vous le constaterez par la suite, vous répondrez normalement à 23 indicateurs. Mais, il se passe que si vous avez dans les parcours de développement des compétences que vous proposez, des parcours qui mènent à une certification, à ce moment-là, vous aurez à satisfaire à des indicateurs qui relèvent, des indicateurs dits spécifiques, qui relèvent des établissements qui amènent à des certifications. Si vous avez mis en place un dispositif qui vous permet de faire des formations, donc qui relèvent de l'AFEST, à savoir l'action de formation en situation de travail, même motif, vous allez avoir effectivement à satisfaire à des indicateurs, c'est une logique, qui en fait sont ceux de l'AFEST. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important parce que en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, moi, j'ai des clients que j'ai accompagnés, par exemple, qui ont 3 catégories.
Donc, auquel cas, on va voir qu'on va pouvoir lister à chaque fois les indicateurs auxquels il va falloir répondre. Donc, ce tableau vous y aide. En fait, c'est un tableau qui permet de croiser les informations. D'une part, les types d'actions. Ensuite, le nombre total d'indicateurs qui, a priori, vous concernent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, pour actions de formation. 23 minimum. Et puis, on va rajouter, bien sûr, parce que la chose n'était pas assez compliquée comme ça, on va rajouter effectivement un élément supplémentaire qui concerne les gens dont on parlait tout à l'heure, qui étaient certifiés CNEFOP, qui, eux, lors de l'audit initial, auront grosso modo à satisfaire à 10 indicateurs, mais, lorsqu'ils vont aller à l'audit de surveillance, donc c'est une continuité à 18 mois, ils vont devoir reconsidérer la catégorie dans laquelle ils sont pour relister tous les indicateurs pour lesquels ils n'ont pas été audités en audit initial et qui vont venir compléter, en fait, l'audit de surveillance. Je laisse mes amis s'exprimer. Moi, j'ai effectivement donné tous les éléments que je peux, en fait, fournir par rapport à l'ensemble de ce tableau. Juste pour faciliter la compréhension du tableau, les couleurs différentes sont importantes. En fait, vous voyez, bilan de compétences, c'est une catégorie. VAE, c'est une autre catégorie. Action de formation et donc tout le camailleux de bleu, là, c'est la même catégorie. Et action de formation par apprentissage, c'est une autre catégorie. Donc, c'est pour ça que le bleu est important. En gros, quand vous allez contractualiser avec un organisme certificateur pour programmer votre audit, vous allez lui indiquer à quelle ou auquel catégorie vous appartenez. Donc, si vous faites uniquement de l'action de formation et que vous faites de la FEST ou des actions de formation certifiantes et ou des actions en alternance, eh bien, c'est toujours la même catégorie, action de formation. En revanche, si vous faites de la formation et que vous faites du bilan de compétences, il y a deux catégories d'actions, donc ça c'est très important à préciser à l'organisme certificateur, puisqu'on l'a vu au début, ça va faire aussi évoluer votre nombre de jours d'audit. Alors bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais on va pas rentrer dans les détails. Voilà, donc c'est très important de comprendre déjà ce premier point d'entrée et de ne pas considérer par contre que la FEST ou les formations certifiantes sont des catégories à part. Non, non, c'est bien dans action de formation. Et ça a pour conséquence simplement de faire varier le nombre d'indicateurs spécifiques qui vous sont applicables. Voilà, sachant que le reste intangible, c'est bien les 22 indicateurs communs pour toutes les catégories. Même chose, si vous développez une activité supplémentaire à l'intérieur de votre établissement, vous allez donc devoir demander un complément d'audit le cas échéant. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez commencé en ne faisant pas du tout de bilan de compétences, par exemple, vous êtes donc mis en situation d'en faire désormais dans votre offre, eh bien, vous allez donc contacter votre certificateur pour lui dire je souhaiterais donc obtenir ma certification dans le cadre effectivement de cette activité supplémentaire. La catégorie bilan de compétences. Absolument. Exactement. C'est tout à fait clair, il me semble. Je veux juste répondre à la question de Marilyn sur une entreprise qui est un organisme de formation interne, si j'ai bien compris. Oui. Cet organisme qui fait de la formation interne, par définition, n'a pas besoin de numéro de déclaration d'activité. Bien. Donc, puisque formation interne, c'est une formation à l'intérieur des salariés. Maintenant, à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, si l'organisme interne se met à proposer ses formations internes à l'extérieur pour d'autres salariés, d'autres entreprises, alors il devient organisme de formation et alors il doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Pas de numéro de déclaration d'activité, pas de Calliope. Voilà. Je crois que la réponse est simple. Et aussi, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on a dit en entrée, mais Calliope n'est nécessaire que si vous allez solliciter des fonds publics ou mutualisés. Donc, OPCO, région, Pôle emploi, mon compte formation, etc., CPF. Donc, si vous ne travaillez qu'avec, par exemple, des très grosses entreprises qui aujourd'hui ne rentre pas dans la catégorie financée puisque le seuil est à 50 salariés.
Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Donc, peut-être, il faut vous interroger. Si vous ne mobilisez jamais de fonds publics ou mutualisés, Calliope n'est pas absolument nécessaire pour vous. Ça peut être un gage de qualité supplémentaire, ça peut être un outil de communication sur la qualité de vos formations, mais en tout cas, ça ne changera pas votre quotidien de financement. Voilà. Donc, c'est bien ce point d'entrée-là qu'il faut comprendre. C'est à partir du moment où on va mobiliser les fonds publics ou mutualisés qu'on a absolument besoin de Calliope. Donc, pour répondre à une autre question qui était dans le chat, si je veux effectivement que mon offre soit présente sur le CPF, Calliope va être nécessaire puisque je vais aller chercher des fonds publics ou mutualisés. Oui, c'est de l'argent de l'État. La Caisse des dépôts et consignations, c'est l'État, ma connaissance. Caisse des dépôts et consignations, voilà. Donc la CDC, Caisse des dépôts et consignations, fait son travail et vous demande d'avoir Calliope. Bon, encore aujourd'hui, Datadoc. Voilà. On continue peut-être. Le temps passe et on arrive au point clé numéro 4. On en a encore 6. Donc oui. Alors, allez, je fais vite. Sondage, pensez-vous préparer vos audits seuls ou en étant accompagné? Alors, il y avait une question d'ailleurs, est-ce que c'est obligatoire d'être accompagné? Non, bien sûr que non, c'est pas obligatoire d'être accompagné. Non. C'est vous qui déterminez si vous avez voilà une bonne compréhension du référentiel ou si vous avez besoin d'être accompagné. Ça, c'est à votre appréciation. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a voulu vous montrer au travers de cette diapo-là? Eh bien, c'est que, comme son titre l'indique, bâtir un système qualité adapté, c'est en fait avoir un système qualité qui va vous ressembler. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. On voit fleurir beaucoup de packs comme ça. Enfin, Michel vous en parlera parce que je pense que c'est quelque chose qui le hérisse particulièrement. On voit fleurir beaucoup de packs tout faits. Eh bien, je suis désolée de vous annoncer que ce sera rarement la réponse adaptée parce que votre organisme, il est unique et donc vos réponses le sont aussi. Donc, comment bâtir votre système qualité finalement? Eh bien, vous allez faire un état des lieux précis de ce qui constitue votre présent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser et comprendre votre contexte actuel, comment vous êtes organisé, donc les sites, les équipes, le catalogue de formation, les outils informatiques dont vous disposez. Vous allez envisager quel est votre environnement proche, donc vos clients, vos prospects, les financeurs que vous sollicitez, vos partenaires, vos concurrents. Et l'environnement qu'on pourrait appeler macro, donc socio-économique, donc l'environnement légal, l'environnement réglementaire, l'environnement technologique. Donc, on en reviendra aussi à cette importance du critère 6 de Calliope sur l'inscription dans votre environnement, donc la veille, le handicap, la sous-traitance, l'insertion professionnelle. On vous demande d'être au courant de cet environnement parce que ça va être déterminant pour vos prises de décision. Tout ça va vous amener à considérer quels sont vos enjeux et votre stratégie à court, à moyen et à long terme. Parce que ces enjeux, ils vont avoir de multiples facettes. Ils peuvent être économiques, financiers, ils peuvent être concurrentiels, sociaux, ils peuvent être techniques. On l'a vu pendant la crise, il a fallu très très vite s'adapter et donc la technique est devenue un enjeu majeur puisqu'il a fallu passer du présentiel au distanciel en un claquement de doigts. Donc cet enjeu-là, aujourd'hui, il est plus que présent et beaucoup d'organismes se disent comment on va faire pour pérenniser ce catalogue à distance, sachant que effectivement ces crises sanitaires, elles peuvent déjà durer et puis éventuellement se reproduire. Et puis, afin de décider comment vous allez procéder, eh ben, il va être bien sûr nécessaire de comprendre quelles sont vos forces et vos faiblesses. Ce sur quoi vous devez vous appuyer, c'est-à-dire vos fondations, et ce qui va devoir être amélioré pour parvenir à vos objectifs. On le voit, une fois que vous avez fait cet état des lieux, vous serez mieux à même de construire votre système qualité, celui qui vous ressemble et celui qui va être en adéquation avec vos moyens et ressources. Parce qu'on peut bâtir le meilleur système, s'il n'est pas en adéquation avec vos moyens et ressources, il ne sera pas pérenne. Vous pourrez donc vous appuyer sur ce système pour apporter les améliorations nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Donc, comme on le disait tout à l'heure,
ça peut être une vraie opportunité de mieux atteindre vos objectifs. Et donc, en résumé, Calliope vous invite à faire des passerelles entre chaque volet de votre activité et à vous réinventer votre structure afin qu'elle soit en permanence, finalement, la meilleure version d'elle-même. Bon, voilà. Donc, quand on le voit comme ça, encore une fois, je trouve que ça permet de déjà mieux envisager les choses, être beaucoup plus motivé à faire cette démarche. Et voilà, donc repartir de l'existant, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir construire votre système de façon plus aisée, mais c'est ce qui va faire surtout qui va être pérenne, vraiment durer dans le temps. Et on en reparlera tout à l'heure, mais l'audit initial, c'est une chose, mais il y aura un audit de surveillance dans 18 mois. Donc, ce que vous bâtissez pour l'audit initial, il va falloir le tenir dans le temps. Et le tenir dans le temps, ça veut dire donc que les fondations doivent être solides. Et repartir de ce qui fait vos forces et compléter éventuellement vos faiblesses pour en faire des forces, c'est là l'enjeu. On ne parle pas de guide de référentiel là, on parle de philosophie. Voilà. Alors, notre sondage nous dit que je vais fermer le sondage, voilà, fermer les votes. Donc, 53% souhaitent passer leur Calliope avec un accompagnement, 40% souhaitent se débrouiller seuls, et puis 7% ne se prononcent pas, peut-être comme tu l'as dit Alexa, qu'ils ne sont pas concernés par Calliope étant certificateurs ou financeurs, etc. Enfin, on voit que c'est équilibré, à peu près entre ceux qui disent je vais me débrouiller seul et d'autres qui disent il me faut un accompagnement. Entre les deux, vous pouvez avoir certains prestataires qui vous proposent des journées de formation. Et quelquefois, une journée de formation peut suffire. Bon, oui. Voilà, hein, ça permet de bien décrypter. Voilà, quelquefois, ça permet de décrypter. Et puis, en particulier, quand on est un indépendant et qu'on n'a quand même pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de chiffre d'affaires, une journée peut suffire sans avoir réellement besoin d'un accompagnement. Vous voyez, hein, il faut réfléchir aussi comme ça. Mais ça fait du bien déjà si bien évidemment que la formation est efficace. À la fin de la journée, on devrait dire ouais, mais ça va, j'ai compris, je pense pouvoir me débrouiller seul. On passe au sujet suivant parce que le temps passe très vite là, on va pas pouvoir boucler, on arrive à la moitié seulement de nos points clés. Point 5, embarquer mes équipes et mes parties prenantes, un gage de pérennité, un levier d'adhésion. Alors ça, c'est moi qui dois vous en parler. Sondage, est-ce que vos équipes sont impliquées dans la construction de votre système qualité? Oui ou non? Alors ça veut dire quoi? Datadoc, une personne pouvait s'occuper de Datadoc. Il fallait qu'elle réunisse des papiers et qu'elle envoie ces papiers pour les 6 indicateurs du décret du 7 juin 2015. Il fallait qu'elle envoie cette documentation à Datadoc, à l'autre bout de l'Internet. Et puis elle attendait le retour de Datadoc en disant « Bon, ça va, vos documents ont été validés par un des financeurs ». Ça ne veut pas dire que les autres vont les valider. Ça veut dire simplement que, à partir du moment où l'un d'entre nous les a validés, vous êtes finançable. Mais le décret de 2015 disait aux financeurs, vérifiez quand vous donnez de l'argent pour financer que le prestataire respecte les 6 critères que voici. Vous avez 2 façons de le vérifier, vos propres méthodes d'évaluation, ou bien est-ce que le prestataire a une certification validée par le CNEFOP, auquel cas il respecte les 6 critères. Bien. Alors, puisque chacun pouvait écrire ses propres règles d'évaluation de la façon de respecter les 6 critères, on avait les règles de chaque financeur avait ses règles. Ce qui explique que dans Datadoc, on est référençable et pas référencé. Donc, pour finir, Datadoc, ça pouvait être une personne au sein de l'équipe qui réunissait un dossier, qui l'envoyait à Datadoc, puis qui attendait le retour. Vous voyez, dire on était sur une base réglementaire, une base documentaire. On envoyait des documents et sur la valeur de ces documents, quelqu'un disait bon, ça a l'air d'aller, on peut le financer.
Aujourd'hui, c'est différent. C'est aujourd'hui, vous devez présenter à une personne en face à face ou à distance. Le face à face, il est toujours là, hein. Mais c'est en mode présentiel ou en mode à distance, mais c'est toujours un face à face. Bien, vous devez présenter les arguments qui soutiennent le fait que vous respectez bien les indicateurs un par un, et puis les preuves une par une, des éléments de preuve, hein, qui démontrent que vous respectez bien l'indicateur. Donc on n'est plus dans il faut que je fasse un dossier, j'envoie le dossier et j'attends le retour. Il faut que j'argumente, il faut que je raconte ma vie, il faut que je dise. C'est pour ça, c'est important ce que vous disiez Alexa avant sur vos méthodes. Vos méthodes, c'est pas forcément celles de votre voisin, fût-il votre concurrent. Et donc c'est voilà, moi comment je fais, comment je pratique. Et quand on commence à se prêter à ce jeu-là, ça devient autre chose et ça devient bigrement plus intéressant, hein. Et là, on touche au marketing de la formation. Ça va être le sujet de notre prochain webinaire le mois prochain avec Alexa et Jacques Rouzet. On va traiter sur comment passer d'organismes de formation à entreprises de formation, hein. Et c'est un vrai sujet et Calliope nous aide à ça. Et Calliope est beaucoup plus orienté marketing, comment je fabrique, comment je construis, comment je gère mon projet, que orienté est-ce que je respecte bien la réglementation. Ça compte, mais c'est pas le rôle de l'auditeur de vérifier ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui pouvait gérer toute seule Datadoc, elle va avoir du mal à gérer toute seule Calliope. Parce que quand on a une équipe de 10, 15 personnes et qu'on fait 750 000 euros de chiffre d'affaires, faut que j'implique les personnes parce que sur certains indicateurs, on va dire tiens, c'est plutôt telle personne qui va venir nous parler pendant l'audit de cet indicateur-là, hein. Et donc les équipes des parties prenantes sont très impliquées là-dedans. Et alors moi j'ai réuni par exemple une équipe. Alors moi j'aime bien quand j'ai dans l'accompagnement, hein, quand j'ai des équipes comme ça qui sont un peu nombreuses, je leur dis on organise une réunion et moi je viens présenter Calliope, hein, pour expliquer en quoi l'équipe est impliquée. Et je demande que les sous-traitants soient là, hein, pour que les sous-traitants comprennent aussi pourquoi ils sont impliqués dans Calliope, même si eux ne doivent pas avoir Calliope, hein. Mais ils sont impliqués puisque il y a un indicateur, qui est l'indicateur 27, qui dit le prestataire Calliope doit démontrer qu'il s'assure de la continuité de la chaîne qualité auprès de ses sous-traitants. Donc le sous-traitant, il doit connaître la chaîne qualité et pourquoi son donneur d'ordre lui demande un certain nombre de choses. Pourquoi le donneur d'ordre lui demande de justifier de façon régulière de la mise à jour de ses compétences, par exemple. Voilà. Et puis c'est un levier d'adhésion parce qu'effectivement, si toute l'équipe sait pourquoi il y a une personne qui est là pendant une journée pour faire un audit, c'est quoi cet audit? Et quelquefois, quand l'audit dure 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, il faut que tout le monde sache pourquoi cette personne est là, que c'est pas un inspecteur du travail, que c'est pas un contrôleur de gestion, que c'est pas un conseil en que ci ou cela, que c'est quelqu'un qui vient regarder le système de management de la qualité qui implique tout le monde. Donc c'est hyper important pour les sous-traitants parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat à ce sujet-là. Donc oui, si vous êtes sous-traitant, vous n'avez pas obligation, enfin si vous ne faites que de la sous-traitance, vous n'avez pas obligation de passer Calliope en tant que sous-traitant. C'est le donneur d'ordre qui va s'assurer que vous respectez le niveau de qualité que lui est censé incarner en demandant Calliope, en obtenant Calliope, que vous respectez au travers de cet indicateur 27 les attendus de Calliope, mais vous n'avez pas l'obligation de passer Calliope. Donc ça, c'est important que vous le sachiez parce que voilà, ça interroge pas mal de personnes. Je vois des questions que je comprends aussi être en relation avec ça. Qui disent voilà, si je fais de la sous-traitance, je vais avoir du mal à obtenir certaines informations de la part du donneur d'ordre. Mais voilà, encore une fois, ce qu'on audite, ce sont les formations facturées en direct. Ce ne sont pas les formations sous-traitées. On se doute bien que vous n'avez pas la maîtrise que ce soit du positionnement, de la facturation, voilà, des questionnaires de satisfaction. Très souvent, vous ne les avez pas. Donc, on va pas aller chercher quelque chose pour vous mettre en difficulté. C'est pas le but. On va auditer ce sur quoi vous avez la maîtrise. Voilà. Alors,
Deux choses. Vos équipes sont-elles impliquées dans la construction de votre système qualité? 71% nous répondent que oui, ce qui est très bien. 14% nous répondent que non. Et puis 15% sont vote blanc, ne se prononcent pas. Et Eva nous dit combien de personnes peuvent interagir avec l'auditeur le jour de l'audit. Il n'y a pas de réponse. Ça peut être une seule personne. Ce que je conseille quand même, surtout quand il y a des équipes, etc., c'est qu'il y a un chef de projet Calliope qui va mener d'un bout à l'autre le Calliope. Hein. C'est lui qui est présent à la réunion d'ouverture, et qui est là tout le temps. Et puis il fait intervenir les personnes qu'il convient de faire intervenir sur un indicateur au moment où il faut les faire intervenir. Il n'y a pas de règle. Non, en revanche, quand on visite les locaux de formation, on peut tout à fait poser des questions à l'ensemble de l'équipe de façon très informelle parce que effectivement on a besoin de s'imprégner de ce que vous faites. Donc voilà, sans aucun stress, hein, c'est pas un interrogatoire, hein. Donc mais voilà, ça veut dire que si on arrive à l'accueil, on va peut-être discuter de façon très naturelle avec la personne de l'accueil. Voilà. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de liste préétablie. Si vous nous dites en tant que dirigeant de l'OF, c'est moi qui mène l'entretien et vous ne verrez que moi. Bon, c'est un choix. Si vous êtes en capacité de parler de tout, il n'y aura aucun problème avec ça. Si ce n'est que parfois, on a quand même besoin, et certains organismes certificateurs le demandent, et c'est le cas d'ICERT par exemple, d'avoir un entretien avec un formateur ou d'assister à une séquence de formation si c'est possible le jour de l'audit pour voilà, se faire une idée de la façon dont vous procédez. Voilà, certains organismes certificateurs le demandent, d'autres non. Ce sont des exigences supplémentaires que les organismes certificateurs ont le droit de mettre dans leur disposition, dans leur dispositif de certification. Alors, Pierre-Henri, tu voulais parler. Je veux simplement, avant de donner la parole à Pierre-Henri, dire à Alexa que, à ma connaissance, ICERT a arrêté l'affaire de présenter une action de formation. Voilà. Mais c'est pas présenté, hein, c'est simplement discuté. Oui, oui. Mais je crois que ça a été retiré du process ICERT. Pierre-Henri, tu voulais parler? Je confirme déjà, merci. Je confirme déjà que ça a été enlevé du processus. C'était quelque chose de très sympa, qui était très apprécié des gens qui se faisaient certifier avant, donc NEFOP, mais aujourd'hui, ça ne fait pas partie du tout du référentiel. Donc, c'est pour ça que ça ne figure pas. Deuxième point, lorsque vous interrogez sur les nombres de personnes ou les personnes qui pourraient être présentes à l'audit, souvent, les certificateurs, on l'a vu, mettent dans le plan d'audit les personnes qu'ils aimeraient rencontrer ce jour-là. Donc, ça peut être un indicateur supplémentaire pour préparer l'équipe ce jour-là à rencontrer. Bien sûr, dans la visite des locaux, c'est un peu effectivement impromptu puisqu'on peut croiser des tas de gens. Mais autour d'une table, si j'ose dire, lorsqu'on partage, qu'on présente son activité à l'auditrice-auditeur, il est souhaitable en général d'avoir préparé un certain nombre d'acteurs en interne qui sont susceptibles d'intervenir. Enfin, pour ce qui concerne les sous-traitants, il y avait une question qui demandait est-ce qu'on est tenu de faire monter en compétence nos sous-traitants, à savoir les formateurs externes? Non, vous n'êtes pas tenu de les former ou d'entretenir les compétences. Vous êtes tenu de vérifier que les formations que vous proposez, donc les contenus de formation que vous proposez et qui sont animés par ces formateurs externes, le sont avec un niveau de compétence suffisant pour pouvoir dispenser les formations en question. Mais il n'y a pas de plan de formation spécifique à faire, vous, à l'intérieur de votre structure. Par contre, il faut vérifier tout ça et que ça existe. Il y a même un danger à confondre l'indicateur 27 avec l'indicateur 22. Tout à fait. L'indicateur 22 parle du plan de développement des compétences des salariés. Et si je commence à intégrer mes sous-traitants dans le plan de développement de compétences des salariés, coucou Madame Ursaf, c'est intéressant, il y a un lien de subordination qui s'est installé là. Alors, voilà. Ce n'est pas de la sous-traitance, c'est du salariat. Donc, quand un auditeur dit « Vous avez pas mis dans l'indicateur 22 les compétences de vos sous-traitants », au secours. Voilà. Hein. Donc, parce que c'est une menace sur ça. Donc, le sous-traitant, il est libre de choisir les formations
Et attention, quand on dit mise à jour de ses compétences, ça ne signifie pas seulement suivre une formation. Là, vous êtes en train de, en participant à ce webinaire avec nous, vous faites une action de formation, en tout cas d'amélioration de vos compétences, de vos connaissances, etc. Donc, participer à des webinaires, à des conférences, aller à des salons, être abonné à des revues, etc. Tout ça entretient mes compétences, la mise à jour de mes compétences. Et si en plus je fais une formation, c'est bien, mais ça n'est pas une obligation, hein. Voilà. Et donc, par rapport au sous-traitant, le sous-traitant fait ce qu'il veut, mais il doit démontrer quand même régulièrement qu'il met bien à jour ses compétences, de telle manière qu'il forme les gens sur des choses qui sont actuelles et pas obsolètes. Encore une fois, hein, c'est le bénéficiaire qui est au centre de Calliope. Donc, le bénéficiaire, on doit s'efforcer de lui faire monter en compétence sur des choses qui sont actuelles et pas dépassées. Voilà. Il y a une question qui demande dans le chat là, qui demande si le webinaire a lieu au-delà de 16 heures. On va être obligé de dépasser 16 heures. On arrête quand on peut, en fait. Hein, D'accord. Bon, c'est bon. Donc c'était parce que la question a été posée. Je pense que la personne a des attentes, ce qu'on peut comprendre aisément. Et vraiment, c'est très très agréable de voir la motivation des gens qui rédigent là. C'est super sympa. Merci à tous. Alors, c'est vraiment sympa. Alors moi j'adore. Alors simplement, effectivement, c'est à moi de parler maintenant. Donc, choisir un organisme certificateur et sa date d'audit. Quelle question se poser? Première question à se poser, qui est invariable, c'est quel délai me reste-t-il? Parce qu'en fait, on sait que au 31 décembre 2021, si on a impérativement besoin d'être en fait bénéficiaire de fonds publics ou mutualisés, on aura la nécessité, puisqu'on était datadocké par exemple, ou certifié CNEFOP, ce qui permet d'être datadocké, vous l'aviez compris, eh bien, on a une échéance qui est là. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est comment je vais choisir en fait le certificateur. Et là, écoutez, il y en a que 27, hein, après tout. Hein. On peut demander 27 fois des devis. Donc, on a prévu avec mes petits camarades de vous donner un petit tableau en bas. Vous verrez, c'est un lien, c'est une page gratuite, 100% qui vous donnera rien du tout, mais qui regroupe sur la base de la liste du ministère du Travail, qui regroupe tous les certificateurs, et on y a ajouté les liens pour aller vers le certificateur. Alors, ensuite, on va se dire que la notoriété joue beaucoup, mais elle joue beaucoup déjà dans le cadre d'un bouche à oreille, par exemple, mais elle joue aussi dans le cadre effectivement du fait qu'on intervient dans un écosystème particulier. Ça peut être un environnement qui est celui de la santé ou de la sécurité, par exemple. Ça, c'est important. Et puis aussi, on connaît déjà, lorsqu'on travaille par exemple dans l'industrie, ce qui a été mon cas, eh bien, on connaît déjà des certificateurs qui certifiaient, par exemple dans l'ISO, qui certifiaient un certain nombre de points qui pourraient nous donner envie effectivement d'aller rejoindre ces certificateurs, si aussi ils proposent une certification Calliope. Voyez-vous, c'est un élément intéressant. Ensuite, lorsque vous allez contacter le certificateur, que vous allez avoir des devis, hein, sur la base de ce que je viens de vous dire, vous allez vouloir à un moment donné vous dire, tiens, j'ai été bien accueilli, je les ai sentis disponibles, à l'écoute, quand je leur disais des choses, je leur posais des questions, j'avais des réponses, etc., etc. Je regarderai également les sites internet qui sont souvent le cas, effectivement. Bon, il y en a un, hein, sur les 27, vous verrez sur la page que je viens de vous indiquer, là, il y en a un dont on ne connaît pas encore le site internet, mais il est bien effectivement sur la liste du ministère du Travail. Je vous laisse deviner lequel. Simplement, à partir du moment où l'information est disponible et accessible sans contrainte, ça m'intéresse aussi, parce que c'est déjà assez coton, si vous me permettez l'expression, de trouver le certificateur qui va me plaire et qui va me convenir, mais aussi, s'il n'y a pas d'information disponible, ça pose un problème quand même, parce que, effectivement, je vais un peu ramer, hein, si vous me permettez l'expression à nouveau. Donc ça, c'est un élément important. Les modalités contractuelles, il faut faire attention à demander, si c'est possible, bien entendu, si vous pouvez le faire, hein, de demander en fait un maximum d'informations qui vont non seulement être sur l'audit, hein, par rapport aux informations que vous aurez données vous, hein, qui concerne effectivement votre périmètre, etc., vos catégories, etc. Mais il va falloir demander aussi tous les petits détails qui vont bien, vous voyez, par exemple les frais de déplacement au hasard, hein, ou s'il y a des frais de dossier, par exemple. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on peut demander. Et puis également, peut-être pouvez-vous avoir une simulation, sinon contractée, mais une simulation sur ce que vont vous coûter les 3 années que vous allez passer avec ce certificateur que vous avez choisi, puisqu'on se souvient qu'on va donner rendez-vous tous les 18 mois quand même. Donc, il va falloir quand même passer encore à la caisse, hein, soyons clairs. Hein. Donc, on peut se poser des questions de ce genre.
voyez. Et puis enfin, peut-être se dire, j'ai bien choisi et ça me permet effectivement d'ailleurs d'être serein parce qu'il y a quand même une pérennité dans la démarche et avoir un bon partenaire parce que nous connaissons tous des certificateurs, Alexa, Michel et moi, qui sont excellents. C'est des gens fantastiques, donc qui ont vraiment sont concernés, puis d'autres, on sent bien que c'est un petit peu, ils sont rentrés sur le marché comme ça. Voilà, donc très bien. Et puis il y a des jeunes certificateurs, on en connaît, Alexa, une en particulier, en fait, qui s'est mis complètement dans le jeu et qui fait ça de manière sensationnelle. Vous voyez, donc on peut être très enthousiaste avec eux, et nous on en parle d'une manière extrêmement détachée sur un plan éthique et déontologique qui fait qu'on ne vous citera personne. Mais il est très très important de voir qu'à la finale, nous avons des clients qui sont allés chez des certificateurs, des clients qui sont allés également donc être audités, qui ont été audités, et donc on sait comment ça s'est passé puisqu'on les accompagne. Vous voyez, donc on a des indicateurs qui nous permettent nous de dire attention là ou bien voilà. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais voilà. Enfin, les tarifs et les services. On a parlé d'argent. Effectivement, le coût global, je l'ai évoqué. Et enfin, est-ce que les auditeurs sont quand même disponibles sur mon territoire? Ça peut avoir un impact, ne serait-ce que pour les frais de déplacement. Voilà, moi j'ai terminé la page qui me concerne. Alors, nous avons nos amis ont déjà choisi leur certificateur à 54% et à 43%, ils ne l'ont pas encore choisi. Alors, je vais juste revenir sur, on ne cite personne, que tu as dit, on a quand même le logo d'un des 27 certificateurs dans notre... Ah oui, ça c'est normal. C'est pour l'expliquer, c'est parce que nous avons avec nous une auditrice et qui travaille principalement pour ce certificateur. Et ils m'ont prêté aujourd'hui. Voilà, et c'est grâce à ICERT que Alexa est avec nous. Donc bon, voilà, ça nous a semblé légitime de les citer. Ah oui, c'est normal. Ce n'est pas une publicité particulière pour ce certificat. Non, c'est dans le cadre du webinaire. Voilà. C'est pour dire que vous avez 2 accompagnateurs Efficient Wave CFS+, et une auditrice d'un certificateur. Voilà. Il nous est arrivé de faire des webinaires avec d'autres certificateurs. Voilà. Bien sûr. Donc, on passe au sujet suivant parce que on a dépassé les 16 heures, ce qui n'est pas grave en soi, mais bon. Point clé numéro 7, préparer et présenter mon organisme à l'audit. Alors, normalement, c'est moi qui dois parler de ça. Méthode et conseils. Donc, on va ouvrir les votes sur cette diapositive. Où en êtes-vous de la préparation de votre futur audit? J'ai pas commencé, je débute, j'ai bien avancé, je suis prêt pour l'audit. Alors, première chose, faites un diagnostic de là où vous en êtes avec votre système de management de la qualité. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai une école qui existe depuis 1830. Voilà, que j'ai accompagnée. L'équipe était un peu affolée et puis disant, mais on a réussi Datadoc, on va bien réussir Calliope. Oui, enfin, avant de faire ça, faut qu'on voit quand même un certain nombre de choses. Et voilà un exemple où j'ai réuni toute l'équipe au moment d'un déjeuner, on a bavardé, etc. Puis ça y est, l'opération Calliope était lancée et on était parti sur un existant qu'il fallait effectivement qu'on regarde d'un petit peu plus près pour se préparer. Et puis, ils ont pris quelques mois pour se préparer. Et puis, quand on a estimé qu'on était prêt, on a fait un rétro-planning, distribué à peu près les responsabilités en disant, pour ce critère-là, ça va plutôt être Chantal et puis son équipe. Et puis, pour ce critère-là, on pourrait peut-être faire visiter à l'auditeur ou à l'auditrice la salle qui concerne parce que ça va être intéressant d'aller discuter avec le formateur et pourquoi pas les stagiaires, etc. C'est nous qui pilotons l'audit, c'est pas l'auditeur. Ça, c'est ma recommandation à tous mes clients. Je dis, on se prépare pour piloter l'audit. L'auditeur, il est là pour auditer, écouter, entendre et regarder. C'est-à-dire, Alexa, tu me contredis si l'auditrice n'est pas d'accord avec ce que je dis. Pas du tout d'accord. Tu n'es pas d'accord? Mais si, bien sûr. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais me dire que tu étais là pour contrôler. Oui, je suis là pour contrôler, j'ai même ma petite baguette, j'arrive comme ça. Voilà, donc voilà, une fois qu'on a fait notre diagnostic, on a dit ça y est, on a réglé à peu près les choses comme il fallait, faisons un rétro-planning. Donc c'est ce que vient d'expliquer
Pierre-Henri, on va choisir son certificateur, on va prendre le temps de les appeler les uns les autres, et puis d'avoir des devis, et puis de les évaluer, et puis de dire, bah tiens, on a choisi ce certificateur-là, et tout de suite, on prévoit une date d'audit. Alors, on évite de prévoir une date d'audit pour dans 15 jours. De toute façon, il n'y a aucun certificateur qui vous permettra ça. Donc, on dit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Attention, il y a un certificateur qui vient déjà de bloquer les inscriptions sur son site en disant nous, tout est bloqué jusqu'à fin juin. Il faut vous déporter sur le 2e semestre. Donc, faites attention aussi aux embouteillages parce que voilà, il y a quelques dizaines de milliers d'organismes à certifier avant le 1er janvier 2022. Donc, ça fait du bon. Donc, je fais un rétro-planning, je distribue à peu près mes responsabilités, je crée un simili SMQ, un début de système de management de la qualité sur la base du guide de lecture du ministère du Travail qui nous explique de façon quand même assez détaillée comment ça se passe. J'ai aussi à ma disposition le questions-réponses du ministère du Travail. Ces documents-là, vous les trouverez dans notre document à l'avant-dernière page. Vous cliquez sur les liens, vous trouverez le guide de lecture et vous trouverez le questions-réponses du ministère du Travail qui est très, très, très utile. Hein, voilà. Donc, je commence à regarder comment, avec ces 32 indicateurs, ou en tout cas les 23, les 27, les 25, les 26, les 28 qui me concernent, je vais mettre en place mon système de management de la qualité. Et puis, je commence à le déployer, ce système. Je commence à l'installer et je commence à installer dans mes nouvelles sessions de formation qui commencent. Je commence à le déployer. Alors, évidemment, ça implique que l'auditeur ou l'auditrice comprenne bien que Calliope, c'est nouveau, ça vient de s'installer, donc on est en phase d'installation de Calliope. Donc si on nous demande d'aller remonter sur ce Calliope, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 2 choses. C'est montrer que vous mettez votre système de qualité en place partout dans votre catalogue. Sur toutes vos formations, je trouve ça. Partout. Deuxième chose, à l'audit de surveillance, il faudra aussi me démontrer que vous mettez en place Calliope tout le temps, c'est-à-dire sur les sessions antérieures. Alors, à l'audit initial, ce qui compte, c'est moins les sessions antérieures que votre catalogue. C'est pas la même chose d'un catalogue avec une formation et un catalogue avec 50 formations. S'il y a 50 formations, l'auditeur, l'auditrice, Alexa, elle va échantillonner. Je veux voir la formation numéro 25, ou bien je veux voir la 23, ou bien je veux voir la 12. Et puis, quand au piochant au hasard, je trouve ce que je cherche, a priori, c'est que vous respectez bien l'indicateur partout. Hein, voilà. Et puis, rendez-vous à l'audit de surveillance pour vérifier avec un échantillonnage dans les sessions passées. Et là, il faudra aussi me démontrer que je vais aller piocher au hasard dans des sessions passées, me montrer que le système de management de la qualité fonctionne bien tout le temps. Voilà. Hein. Alors donc, il faut que je commence à déployer le système au quotidien, puis que je commence à l'ajuster. À propos de sur quelle durée on peut remonter en arrière à l'audit initial, je vous invite à regarder la réponse du ministère du Travail à la question 5.11 dans le question-réponse du ministère du Travail. Le ministère du Travail, la DGESP, dit bien clairement le certificateur peut mettre une période d'évaluation sur laquelle il va pouvoir remonter en arrière, mais si le prestataire n'a pas encore installé Calliope, ce qui est le cas la plupart du temps, ce sont les dernières sessions réalisées qui vont être auditées. Donc, si vous me demandez d'aller regarder comment ça se passait il y a 1 an, évidemment qu'il y a 1 an, je connaissais pas Calliope. Alors, vous risquez vous allez trouver des non-conformités, c'est même pas la peine d'y aller. Hein, voilà. Alors, quant à aller voir si je respectais les noms Calliope avant même qu'il ait vu qu'il soit né, ça c'est encore une autre affaire. Alors, création d'une base documentaire dédiée à l'audit, présentant les dispositions par indicateur et d'un conducteur pour l'équipe. Alors, bon. Moi, j'ai un système, quand je fais mes accompagnements, on met tout dans un Google Drive, indicateur par indicateur, c'est une technique possible. Et puis, j'ai des clients qui reprennent cette technique et qui mettent tout sur un tableur Excel, indicateur par indicateur, et puis qui mettent des liens hypertextes à chaque fois pour que le jour de l'audit, je vais présenter, encore une fois, je dois argumenter, je parle, je raconte ma vie et je montre que, effectivement, ce que je dis, c'est réel et c'est pas imaginaire. Voilà comment ça se passe. Donc,
je prépare ma base documentaire et ma base d'argumentaire. C'est à la fois documentation et argumentation. Il ne s'agit pas seulement de montrer des documents comme dans Datadog. Il s'agit de les expliquer, de les contextualiser, de les faire vivre. Voilà. Bravo. Pouvoir répondre à une question qui vient plusieurs fois. Il y a des gens qui vont quitter en fait le webinaire. C'est deux questions où les gens demandent comment est-ce que je peux faire pour devenir certificateur. Je pense qu'il y a une méprise. Le mot certificateur n'est pas adapté. Vous voulez dire auditeur, je pense. En fait, le critère qui va faire qu'un certificateur, comme on les a cités tout à l'heure, l'un des 27 certificateurs, va faire qu'il va recueillir votre candidature comme auditrice ou auditeur, est basé essentiellement sur votre connaissance, en fait, bien sûr, de la formation professionnelle en général, et aussi votre capacité, effectivement, à réaliser un audit selon le référentiel national qualité, à savoir les 7 critères et 32 indicateurs. Bien sûr qu'il va vous accompagner, vous aider à comprendre ça, voire faire un stage avec vous pour expliciter tout ça, parce qu'effectivement, c'est une démarche très particulière, l'audit, c'est quelque chose d'encadré, de construit. Et effectivement, il pourra vous former, mais les deux dénominateurs communs à l'ensemble des auditeurs, auditrices de Calliope en l'occurrence, mais même plus largement. En fait, c'est ici, pour Calliope, la connaissance de l'environnement professionnel, formation professionnelle, et bien sûr, ce que je viens de dire, donc, s'approprier le référentiel, 7 critères, 32 indicateurs, être capable d'écouter quelqu'un qui vous raconte 7 processus, du processus numéro 1 égale critère 1 au processus numéro 7 égale critère 7, de partager avec cette auditrice et cet auditeur, effectivement, l'ensemble de cette démarche. Et l'auditrice et l'auditeur, c'est ça qui vous permettra effectivement de réaliser un bon audit, doit comprendre ce que raconte l'audité, tout simplement. Voilà. Et il n'est pas là. Et il y a 2 choses que l'auditeur ne vient pas faire, c'est du contrôle et du conseil. Ah non. Ne me pique Absolument. pas de réplique. Ça fait partie de ce que je souhaite dire après. Voilà. Alors, voilà. Où en êtes-vous de la préparation de votre audit? Nos amis nous disent qu'à 19%, ils n'ont pas commencé, 40% débutent, 36% ont bien avancé, et je suis prêt pour l'audit, il y en a 3%, et vote blanc, 1%. Voilà. Pas beaucoup se sentent prêts pour l'audit quand même. N'ayez pas peur, Voilà. Voilà. Je ne cite personne. D'accord. On continue peut-être. On continue. Allez, on continue. Point clé numéro 8, Alexa. Donc on en arrive à ce fameux jour J de l'audit. D-Day. Voilà, the D-Day. L'auditeur débarque. Bon, l'auditeur débarque. Donc, justement, ce que je voulais vous dire en introduction par rapport à ça, pour la plupart d'entre vous, cet audit Calliope, ça va être votre première expérience d'un audit. Parce que finalement, très peu ont eu une expérience d'ISO ou d'audit, de certification CNEFOP, etc. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est une première expérience de l'audit. On le sait, cela va générer des questionnements, une inquiétude qui est bien légitime et les auditeurs le savent, donc ils sont dans une approche bienveillante et pédagogue. En tout cas, la plupart du temps, voilà, moi je connais beaucoup de mes collègues qui ont tout à fait cela en tête et on n'est pas là du tout, et ça c'est un premier point très important, pour vous juger. On ne vient pas juger vos collaborateurs, vous-même, voilà, on n'est pas dans le jugement. On le sait, on l'a dit, c'est un outil de progrès et d'amélioration continue, ce qui nécessite donc de pouvoir se tromper pour s'améliorer, ou pouvoir avoir des choses à améliorer. Donc, on ne va pas vous reprocher d'avoir des choses encore à améliorer, au contraire. Ce n'est pas non plus un interrogatoire. On en parlait l'autre jour avec Pierre-Henri et Michel. Audit, ça vient du latin auditus, donc ça veut dire audition, écoute, et c'est basé donc sur l'échange, la confiance, sur une observation impartiale et pas du tout sur ce côté descendant et de l'interrogatoire. Donc l'auditeur va être là pour reformuler ses questions, pour lever des points d'incompréhension autant que de besoin, et ça c'est basé sur un échange avec vous et avec vos équipes. L'audit Calliope, ce n'est pas un audit réglementaire, on l'a dit tout à l'heure, et on ne le répétera jamais assez.
C'est un audit de conformité vis-à-vis du référentiel. Donc, l'auditeur n'est pas là pour vous contrôler. Cette démarche de contrôle, elle appartient à la directe. L'audit, ce n'est pas non plus une prestation de conseil, à l'inverse. Donc, l'auditeur ne viendra pas pour vous donner des conseils. Il n'est pas du tout là pour ça. Il n'en a pas le droit. Donc, il va simplement formuler 4 types de constats. Est-ce que vous êtes conforme ou non conforme? Est-ce qu'il y a des points forts chez vous? Parce que c'est important aussi qu'on relève ces points forts, ce qui fait que vous allez peut-être même au-delà de ce que demande le référentiel, et c'est important de le noter, hein, c'est encourageant. Ou est-ce qu'il y a des points qui sont conformes, mais qui restent néanmoins à surveiller, donc sur lesquels on va peut-être attirer votre vigilance en mettant ce point conforme à surveiller. Voilà. Donc, l'auditeur va vous faire part de ses constats au fur et à mesure du déroulé de son plan d'audit et donc des indicateurs de façon claire et surtout objective. Donc, il va motiver ses constats. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas conforme, ça ne va pas simplement être le coup près. Il va vous expliquer pourquoi vis-à-vis du référentiel, vous n'êtes pas conforme. Donc, le rapport final, il ne sera que le reflet de ces constats et de ces échanges. Ça veut dire que, rassurez-vous, ce n'est pas en fin de journée ou en fin d'audit que vous apprendrez que vous avez X non-conformité. Normalement, c'est au fil de l'eau qu'on sait si on est conforme ou non conforme à ces indicateurs. D'accord? Au-delà de ça, donc on voit ce qu'un audit Calliope n'est pas. Qu'est-ce que c'est un audit Calliope? Eh bien, c'est une analyse objective qui va être basée sur des faits, sur des preuves. Ça va être une photographie de vos activités et de vos dispositions à un instant T. Donc, on va vérifier la conformité de vos dispositions vis-à-vis des exigences du référentiel, en tout cas celles qui sont applicables à votre organisme en fonction des actions que vous menez. Et pour cela, l'auditeur va se baser sur l'examen de vos documents, des documents présentés, sur des entretiens qu'il va mener avec vous et avec vos équipes, et sur ses observations en situation. Voilà. Donc, au-delà des documents que vous allez lui présenter spontanément, il va aussi procéder à un échantillonnage. Voilà, ce sera nécessairement partiel, hein, puisqu'un échantillonnage sur 200 actions de formation, c'est nécessairement partiel. Bon, si vous avez 2 actions de formation à présenter, forcément cet échantillonnage, il va se baser là-dessus. Mais voilà, en tout cas, cet échantillonnage, il va être suffisamment représentatif pour justement vérifier que, au-delà des dispositions, donc ce que vous avez prévu de faire, vous le faites bien, vous l'appliquez bien. Donc ça va se retrouver forcément dans vos dossiers de formation, dans la façon dont vous interrogez concrètement vos parties prenantes, donc vos questionnaires de satisfaction, voilà, tout ce qui fait la vie même de votre organisme. Et donc l'auditeur va aller piocher dans tout ça. Et puis, une chose qui est très importante également, c'est que l'auditeur est tenu à une stricte confidentialité et donc les documents que vous lui présentez restent dans votre organisme. On ne prend aucun document, on ne part avec aucun document, on ne conserve rien hormis le rapport que l'on rédige en tant qu'auditeur pour bien entendu décrire à l'organisme certificateur qui lui est décisionnaire. Hein, nous, on émet un avis favorable ou défavorable, mais c'est l'organisme certificateur qui en commission et sur la base de notre rapport va décider si oui ou non la certification vous est octroyée. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'on est vraiment dans quelque chose de très, j'allais dire codifié, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas, voilà, encadré, que pour autant ça reste ouvert à l'échange. Donc il faut vraiment se détendre par rapport à ça. Je sais que c'est pas simple, mais avoir une appréhension ouverte de l'audit, et plus vous allez lui parler spontanément à cet auditeur de ce que vous faites avec le cœur, j'allais dire, même si c'est un peu étrange de dire ça là, mais plus vous allez lui décrire passionnément les choses, et plus il va le comprendre et le vivre, et même peut-être faire des ponts que vous n'avez pas fait, entre vos activités, et donc aller pouvoir rédiger son rapport et donc à l'appui de ce rapport, permettre à l'organisme certificateur de vous délivrer la certification.
Voilà. Donc voilà, vous avez les étapes qui sont récapitulées sur la slide. La réunion d'ouverture, donc c'est en général voilà une équipe élargie qui vient voilà ou pas hein, d'ailleurs hein, c'est comme on le disait à votre choix, mais en général c'est l'équipe élargie qui vient. On présente donc le périmètre de l'audit, le plan d'audit, on revoit s'il y a des modifications éventuelles de ce plan d'audit qui vous est envoyé en environ une quinzaine de jours, un mois, entre un mois et 15 jours avant l'audit, et qui va donc vous préciser le déroulé de cet audit. Donc on revoit en réunion d'ouverture ce plan d'audit pour voir si ce qu'on avait prévu d'auditer à tel moment est toujours possible, parce que parfois en termes d'organisation au sein de votre équipe, c'est pas toujours le cas. Et puis voilà, on déroule l'analyse des indicateurs et donc de vos activités. On vérifie par échantillonnage avec les responsables des activités concernées si vous avez souhaité qu'ils soient présents. Et puis on fait cette fameuse réunion de clôture dans laquelle on va récapituler les constats de la journée. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que l'heure tourne. Merci Alexa pour cet exposé très clair du script, hein, d'idée de l'audit initial. Alors, l'auditeur est là pour contrôler 2%, auditer 67%, écouter, regarder 28% et juger 2%. Donc en fait, celles et ceux qui considèrent qu'il est là pour contrôler ou juger, quand même, sont relativement rares. C'est-à-dire que auditer 67%, nous sommes d'accord et je pense que nous avons bien. Alors, Sullivan nous demande, est-ce que la notion d'impartialité n'apparaît pas dans le RNQ? Peut-on faire appel à un organisme certificateur avec lequel nous sommes partenaires sur d'autres activités? Voilà. Et comment peut-on prouver la participation au suivi du webinaire? Ouais, alors là, c'est une autre question. L'impartialité, Alexa? L'impartialité, elle est au cœur même de la démarche de l'audit. Hein. Donc, avant d'être missionné sur un audit, avant d'accepter la mission, on va nous demander, nous en tant qu'auditeurs, si on a eu quelques relations que ce soit avec l'organisme dans les 2 années à minima qui précèdent l'audit. Voilà. Si tel est le cas, on doit de nous-mêmes se récuser. Donc l'impartialité, elle est vraiment au cœur de la démarche. Voilà. Donc sans rentrer dans le détail des normes qui encadrent les audits, voilà, c'est obligatoire de faire cette déclaration-là et de s'auto-récuser. En amont, on peut pas être jugé partie, bien sûr, bien évidemment, je le dis pas, mais c'est obligatoire. On peut pas être accompagnateur et auditeur pour la même structure, ça va de soi. Ça c'est évident. De la même manière que quelquefois on me dit, oh vous venez hein, le jour de l'audit. Je dis certainement pas, non. Si j'ai besoin de venir, je vous ai accompagné, si j'ai besoin de venir le jour de l'audit, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail d'accompagnateur, que je pense que vous n'êtes pas prêt et que vous avez besoin d'une béquille. Alors moi, je suis pas né sous le signe de la béquille et donc je vais pas me transformer en béquille le D-Day, hein. Donc, je vous ai préparé et puis après, s'il y a des non-conformités, des choses qui étaient imprévisibles, parce que quelquefois on tombe sur des non-conformités non conformes ou des choses qui relèvent de choses. Et puis quelquefois on arrive sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé une fois avec quelque chose qui m'a un peu bousculé. C'était 70 audits réalisés. Le 70e, on me dit à l'indicateur 31 un truc que personne ne m'a jamais demandé. Et puis réflexion faite, c'était pas idiot du tout. Donc amélioration continue. Du coup, je tiens compte de ça maintenant et c'est très très bien. Ça répondait à une préoccupation. Je reviens à cette occasion-là sur le fait qu'on disait au début, est-ce que c'est linéaire ou est-ce que c'est aléatoire? J'ai envie de dire que les indicateurs se répondent les uns les autres, ils parlent entre eux. Hein. L'indicateur 24, par exemple. Comment vous êtes en veille sur les emplois et les compétences dans les secteurs sur lesquels vous intervenez? Ça va venir alimenter votre indicateur 22 sur le plan de développement des compétences de vos salariés. Ah tiens, dis donc, il y a un truc nouveau là, on le sait par notre veille. Il faudrait peut-être qu'on se forme là-dessus. Voilà, donc j'ai bien le 22 et le 24 communiquent. L'indicateur 12, il nous dit comment vous faites pour éviter les abandons.
Moi, je dis toujours, la réponse, ça commence à l'indicateur 4. L'indicateur 4, c'est comment j'évalue le besoin du bénéficiaire. Si on est certain que le bénéficiaire vient chercher une formation dont il a réellement besoin et qu'il adhère au projet, il y a quand même peu de chances qu'il abandonne. Il y a quand même très souvent on voit arriver des gens en formation qui disent, mais moi, je sais pas ce que je fais là. Ça m'est arrivé encore récemment, quelqu'un qui a un client, il me dit, j'ai vu la semaine dernière quelqu'un qui arrivait le matin, le patron l'a prévenu la veille pour le lendemain qu'il allait en formation. Bon, c'est pour des formations obligatoires, hein, c'est un peu, mais quand même, voilà. J'arrête de. On parlait d'audit. Moi, je voulais intervenir parce que j'ai vu sur le chat deux termes. On s'attache beaucoup au vocabulaire et les uns et les autres. Des personnes ont dit qu'elles avaient été auditées par Pôle Emploi et également par Datadoc. Attention, ce que vous avez vécu, ce n'est pas un audit, c'est un contrôle. C'est très important. Hein, il n'y a pas d'auditeur chez Pôle Emploi ou chez Datadoc. On vous contrôle, c'est-à-dire vous avez eu un contrôle. Donc qu'ils aient été sympas ou pas, c'est ce que vous mentionnez, hein, je n'interprète pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais vous n'avez pas été audité. L'audit, là, celui dont nous parlons aujourd'hui, est celui des certificateurs. Les instances, les partenaires, hein, les parties prenantes, qui peuvent être effectivement Pôle Emploi et autres, peuvent faire des contrôles. Ce sont des financeurs. Raison pour laquelle ils vous contrôlent. C'est très important de retenir ces deux termes. Un auditeur n'est jamais un contrôleur. Jamais. C'est un leitmotiv, c'est une constance. L'auditeur n'est ni un contrôleur, ni un conseil. Il n'a pas le droit de faire du contrôle et il n'a pas non plus le droit de faire du conseil. Oh, moi, à votre place, j'aurais fait comme ça. Ben, non. Hein, parce que quand tu me dis ça, tu sors de ton rôle d'auditeur. Voilà. Allez, on passe au 9e point. Alexa à nouveau sur les non-conformités. Alors, c'est grave, docteur? Il faut se soigner? Il y a un vaccin? Ah, on va sortir de ce champ lexical. Alors, c'est pas grave du tout. Ça arrive et il faut prendre ça comme une vraie démarche de progression. Donc voilà, c'est cette fameuse phrase, donc quand je me trompe, j'apprends. Eh bien voilà, c'est ça, hein, ça fait partie de cette démarche-là. Donc déjà, qu'est-ce qu'une non-conformité? Ça, c'est un écart donc par rapport à un ou plusieurs indicateurs du référentiel. Et donc, comme on l'a dit, la non-conformité peut être mineure si vous avez pris en compte partiellement les exigences d'un indicateur et que ça ne remet pas en cause la qualité de la prestation délivrée. Ou elle peut être majeure si vous avez pris en compte partiellement ou pas du tout un indicateur et que ça remet en cause du coup la qualité de la prestation délivrée. On l'a dit tout à l'heure, dans le guide, vous avez donc des indicateurs qui peuvent ouvrir sur des non-conformités mineures ou majeures et certains uniquement des majeures. Donc ça, c'est à bien regarder parce que là, même quelque chose de partiel, ce sera forcément du majeur. Hein, voilà. Ça remet systématiquement en cause la qualité de la prestation délivrée selon les rédacteurs du référentiel. Donc, on ne traite pas les non-conformités majeures et mineures de la même façon. Donc, si on reprend le schéma, donc je le disais, hein, durant le déroulé de l'audit, vous saurez pour chaque indicateur immédiatement s'il y a un écart. On n'attend pas la réunion de clôture pour vous le dire. Voilà, c'est important parce que en plus, ça reste une démarche ouverte. Vous pouvez, parce que vous êtes stressé ou parce que vous n'avez pas pensé à produire tel élément de preuve sur le moment, être en écart et puis vous dire avant la clôture, ah mais si, tiens, il y avait tel élément de preuve qu'on n'a pas fourni, bah, vous le produisez et ça fonctionne. On ne va pas vous mettre une non-conformité juste parce que sur le moment, vous n'y avez pas pensé. Voilà. Donc, tout au long de l'audit, on vérifie cette conformité et puis en réunion de clôture, on fait la synthèse. On rédige le rapport, bien évidemment, tout au long de ces journées d'audit. Et donc, si vous n'avez pas de non-conformité, c'est la situation la plus simple, l'auditeur va remettre son rapport très rapidement au comité de décision de l'organisme certificateur avec un avis favorable.
Et donc là, si le rapport est correctement rédigé et que l'auditeur n'est pas passé à côté de quelque chose de majeur, pour le coup, la décision prononcée suit très souvent, enfin on va dire aller à 99% l'avis de l'auditeur. Donc l'organisme certificateur va prononcer sa décision au travers de son comité et donc vous délivrez la certification. Ou non, si effectivement il est en désaccord avec ce que l'auditeur a mis dans son rapport. Si vous avez moins de 5 non-conformités mineures, donc de 1 à 4 non-conformités mineures, cela va se traiter de la façon suivante. La non-conformité mineure n'est pas bloquante. Vous allez simplement donner votre plan d'action, expliquer via ce plan d'action comment vous proposez de lever cette ou ces non-conformités mineures. Donc voilà, qu'est-ce que je prévois de faire pour lever ces non-conformités mineures? Vous allez mettre en œuvre ce plan d'action sous 6 mois. D'accord? Et ça, c'est important de retenir ce délai de 6 mois. Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'auditeur va valider votre plan d'action, ça ne va pas bloquer votre certification. On ne va pas attendre 6 mois pour vous délivrer la certification. Si tout est OK, vous aurez votre certificat. En revanche, à l'audit de surveillance, l'auditeur va donc revenir sur ces non-conformités